Et bienvenue dans Tunnel, nous sommes le 18 janvier, il est 19h. Cette semaine, j'ai adoré aller voir la neige de près sur les sommets. Et c'était génial car je crois que rien n'est plus vrai que Brel qui parle du besoin qu'a l'être humain de se nourrir d'horizons. Mais la beauté a eu un prix. Et en bonne sudiste, c'était la seconde fois seulement que je voyais vraiment ces étendues blanches. Et je crois que j'ai mal estimé les tenues adéquates. Me disant qu'il faisait déjà froid à Bruxelles et à Paris et que ça ne pourrait pas être pire, j'y ai laissé ma voix. Ce qui, conviendrez-vous, n'est pas des plus pratiques dans l'exercice de mes fonctions ici à la radio. Mais ça m'a dissuadée, faute de coffre, d'aller lancer une énième manif contre ce que j'ai détesté cette semaine. En l'occurrence, Emmanuel Macron, qui a expliqué la nécessité pour les femmes de ce pays d'avoir plus d'enfants. Ce qu'il a appelé le réarmement démographique. Ça m'a glacé le sang dans la formule. Utérus comme usine, bébé comme missile, d'autant plus combiné à tout ce que cela peut augurer quand on sait que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement donc, que les femmes pratiquent, que cela soit légal ou non, parce que l'interdire n'a pour conséquence que de le rendre plus dangereux, mortel, pour tant de femmes qui savent mieux que quiconque si c'est le moment ou non d'avoir un enfant. Quand on sait donc que l'IVG n'est pas inscrit dans la Constitution et que notre nouvelle ministre de la Santé, Catherine Vautrin, n'en est pas une farouche défenseuse. Des générations de femmes se sont battues avant nous, vigoureusement, et notre génération aussi dans ses pas. Mais rien n'est jamais acquis, et aucun MeToo n'empêche qu'un jour un président arrive à la télé pour dire qu'un violeur présumé est la fierté de la France entière, et que les femmes doivent revenir à la raison et à leur mission, faire des enfants, et plus d'enfants. C'est animal. Moi aussi, cette semaine, j'aurais préféré faire le choix que font tant de femmes de ne surtout pas se dire féministes, si ça m'avait permis d'échapper à ma condition. Et si faire comme si les problèmes n'existaient pas permettait véritablement qu'ils n'existent pas. Mes chers concitoyens et mes chères concitoyennes, il faudra donc de la vigilance et de la force et de l'endurance, parce que le recul, ça existe. Et il faudra surveiller les vents et les marées, les réformes insidieuses, le tout qui se délite. Il en va de l'avenir des femmes de ce pays, pour ne pas glisser à un triste sort comme à tant d'endroits ailleurs. J'ai écrit ça le regard brillant entre deux arrêts de métro dans mes périples parisiens. Et je ne sais pas bien si c'était la fièvre ou la fureur ou la fièvre. Je ne vous raconterai pas ce que j'ai écouté en boucle ou découvert cette semaine, faute de corde encore dans la gorge, mais j'ai écrit parce que je n'avais plus de voix, au son impassible du métro qui émaillait la litanie de ces noms d'arrêts d'incidents voyageurs. Métro tout lent parce qu'enneigé. Vous préfériez que je raconte cérémonieuse que j'écris seule à mon bureau à la lueur d'une lanterne ? Ça ferait plus sérieux. Mais comme j'écris beaucoup sur les gens, j'aime écrire au milieu des gens. Vous aussi, vous écrivez peut-être. N'est-ce toujours qu'utile ? N'y a-t-il qu'un type de personne digne d'écrire ? À quoi ça sert d'écrire ? Musique, littérature, cinéma. Je suis entourée de gens ce soir qui écrivent et qui, contrairement à vous peut-être, derrière vos radios, savent qu'ils écrivent. Autour de moi donc, à ma droite, Lakna, chanteuse depuis tes 6 ans d'ailleurs. Ouais, exactement. Tu grandis et composes dans l'ambivalence jusqu'à proposer en 2019 ton premier EP, Patchwork, porté par le single Shelter, puis un deuxième en 2021, Univers observable, et surtout de très nombreuses scènes. J'ai eu écho d'ailleurs d'un concert particulièrement réussi hier soir à Paris, par une ancienne invitée d'ici de Tunnel. TV5 Monde, a priori, ne se trompait pas en te qualifiant d'étoile montante du R&B suisse, puisque tu reviens en 2023 avec Tsunami. Qu'est-ce qu'on te souhaite en 2024 ? Que mon prochain EP qui sort le 9 février se passe bien. Plus de scènes et surtout la découverte de la France, parce que je déménage à Paris dans 2 mois. Eh ben, félicitations, force et courage surtout. Merci, je le prends. Paul, à ma gauche, Paul Deby, Paul Idi sur Instagram, où tu réunis près de 200 000 abonnés qui suivent tes blagues et détournements hilarants, mais aussi les pas moins de 30 courts-métrages que tu y as déjà postés, dont un qui a obtenu le prix du public du Nikon Film Festival en 2022. Exactement. Tu as tourné dans Validé, Narvalo, dans la série Netflix Detox, mais aussi dans un spin-off de The Walking Dead, rien que ça, et des films sur plusieurs plateformes de streaming. On te verra dans le film Aznavour cet automne, dans Fleur Bleue pour MyCanal très bientôt, et je crois aussi que tu es actuellement en tournage avec mon ami Morgane Hortin. Bientôt, en mars. Ouais. En mars pour la saison 2 de Amour solitaire, sur Arte à suivre et sur France TV Slash. Mais c'est exactement ça, sinon pour tout ce que tu as cité. Plein de projets, une carrière assez éclectique pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Ça se profile bien. Maïr Guven, tu es écrivain et éditeur. Tes parents sont réfugiés politiques en France, arrivés avant ta naissance.
Un parcours atypique, douloureux, qui irrigue en profondeur ton œuvre pourtant lumineuse. Avant de fonder des revues et de publier des livres, tu as eu 1000 vies, notamment professionnelles. Ton premier roman, Grand Frère, paraît en 2017, primé à de nombreuses reprises et traduit dans pas moins de 18 langues. Les Innocents paraît en 2022, à nouveau largement salué, et tu t'apprêtes à faire paraître Rien de personnel, directement lié au parcours de ta famille. Est-ce que je suis exhaustive ? C'est ça. Il y a d'autres pans de ta vie. Mais on va en parler. On va avoir tout le temps, effectivement, d'en parler et de revenir en long, en large et en travers sur comment on écrit et surtout sur pourquoi on écrit et pour qui on écrit. Exactement. Ben, enfin, Ben PLG, tu travailles pendant des années auprès d'adultes en situation de handicap avant de te consacrer uniquement au rap. Un rap puissant et profond marqué par tes origines tant sociales que géographiques. Tout en anecdote qui frappe juste, dans lequel rien n'est enjolivé, rien n'est outrancier, et tout semble nous dire que la vie est dure, mais que ça va aller. Le 26 janvier va être un jour important. C'est parce qu'il fait chaud. Ouais, exactement, là c'est la canicule sur le plateau. Le 26 janvier va être un jour important. Après avoir fait parler de toi à de nombreuses reprises, notamment, évidemment, on est obligé de le citer, dans Nouvelle École sur Netflix, tu sors ton premier album dans quelques jours, Dire je t'aime. Un projet plein de gros feats. Niro, Sofiane Pamar, Bébé Jacques, Loud, Giorgio. Comment tu te sens ? Franchement, je me sens bien, je suis content. Ouais. J'ai fait un bel album, je suis avec vous, ça me régale. Trop bien. Eh ben, merci à tous, merci d'être ici. Tout de suite, on va s'écouter une musique pour un petit peu s'apaiser et commencer tout doux cette émission. Je suis très contente d'avoir réussi à tenir cette introduction. Parce que Ben me disait en coulisses que même quand on n'a plus un souffle de voix, avec l'adrénaline, ça revient tout le temps. Donc je suis contente de voir. C'est carré, tu vas tenir toute l'émission, tu vas voir. Allez, on me le souhaite alors. Et tout de suite, on a Maïr Guven, qui arrive avec son nouveau livre, qui va nous lire un petit extrait. Je crois que c'est un extrait qui est en tout début d'ouvrage. Ouais, exactement. Eh bien, écoute. C'est un livre qui s'appelle Rien de personnel. Ça raconte comment ma famille est devenue française. C'est un texte où ça fait des années qu'on me demandait d'écrire ce texte, puisque j'en parlais aux gens sur des conférences sur l'identité, tout un tas de trucs. Et puis en fait, j'ai eu envie de l'écrire quand ma fille est née. Donc c'est comme si j'y avais été contraint. Alors que j'avais pas envie de parler de l'identité, du racisme, parce que souvent quand on le subit, on essaie de se construire ça. En tout cas, on tourne la tête. Et je dirais que j'ai remarqué que les femmes avaient ce même rapport avec le machisme ou les discriminations, c'est-à-dire qu'elles tournaient la tête pour avancer, même quand elles voulaient s'en plaindre, elles ne s'en plaignaient qu'en privé, jusqu'à l'arrivée de MeToo, qui a libéré la parole. Et donc voilà, c'est un extrait en tête d'ouvrage, en début d'ouvrage, et voilà. On t'écoute. Cette vie, je l'ai dans la peau. La majeure partie du temps, je l'oublie, je vis nu, libre, ou plutôt j'essaie de vivre nu et libre, car au détour d'un rien, rôde toujours un esprit chagrin ou une âme maladroite qui me rappelle que j'ai été tatoué du sceau de la différence. Dans mon enfance, je crois en avoir moins souffert que ma sœur, du moins de manière différente. Lors de sa dernière année de crèche, en 1993, les joues salées de larmes, elle pleurait de ne pas avoir la peau blanche. Elle avait 3 ans. Ma mère, le visage d'abord repeint d'un sourire presque moqueur, avec l'air de dire « c'est quoi ces conneries ?», lui répondait qu'au contraire, elle devrait se sentir fière. Tout le monde rêve de bronzage et de peau caressée par le soleil. Sur ces questions, ma mère est plutôt tortue, elle se carapace pour ne pas entendre, fait comme si de rien n'était et avance. Mais la détresse de ma sœur ne se tarissait pas, elle désespérait de vivre dans sa peau. Avec l'aide de Claudie, la directrice, ma mère a pris le problème à bras-le-corps, à l'aide de câlins, de paroles douces, de « ma chérie, tu es belle comme Pocahontas ». Elles ont appris à accepter à ma sœur sa peau, sa beauté. J'avais 8 ans à l'époque, j'en ai 36 aujourd'hui, et les souvenirs de cet épisode me serrent encore le cœur. Merci beaucoup pour cet extrait. On voit que tu reviens sur un épisode douloureux de ton existence et de celle de tes proches. Pourquoi à un moment donné on choisit d'écrire sur des blessures ? Je sais pas si on choisit d'écrire sur des blessures. En fait, on choisit d'écrire. En tout cas, moi, je crois pas que j'ai des idées, mais je crois que c'est des idées des idées me traversent. Et donc après, il y a des idées qui deviennent des projets, il y a des projets qui aboutissent. C'est comme ça un peu que je vois les choses. Donc il y a des choses qui m'inspirent, mais je les cherche pas, en fait. Ou en tout cas, quand je me mets à chercher des choses, il y a d'autres choses qui viennent. Donc tu évoques quelque chose d'assez instinctif finalement dans l'écriture. Ouais, en tout cas, je peux le provoquer par contre. Et je sais comment provoquer aussi l'écriture. Et dans ces premières pages de ton ouvrage, donc Rien de personnel, tu fais une mise en abîme en fait de l'écriture, c'est-à-dire que tu
tu parles de l'écriture en écrivant. Qu'est-ce que c'est pour toi être écrivain ? Franchement, c'est une question de... Je sais même pas s'il y a 70 ans je pourrais y répondre, mais en tout cas, non, il y a le truc factuel du milieu, les gens disent t'es écrivain quand tu as fait 2 livres. Mais je dirais que c'est... Ouais. Il y a ce cap de 2 livres dans le milieu de l'édition. Mais moi, j'ai jamais vu les choses comme ça. Par exemple, pour moi, une grande partie des rappeurs, quand ils écrivent leurs textes, sont des écrivains, puisqu'ils racontent la réalité et ils mettent en musique. Donc c'est un mélange d'artistes, musiciens et d'écrivains. Et pour certains, la musique prend plus le pas, pour d'autres, l'écriture prend plus le pas. Mais du coup, quand on raconte sa vérité avec des mots puissants. On est écrivain. On peut être un très bon écrivain en étant éditorialiste, chroniqueur. C'est qu'on s'est fait vivre. On aime faire vivre les mots. C'est ça, tout simplement, je crois. Faut pas. Et on a l'impression, en lisant ces premières pages dont tu as isolé un extrait, qu'il y a aussi la volonté d'écrire pour des personnes qui n'ont pas forcément eu la parole autour de toi. Ah ouais, moi, ça a été toujours un moteur. C'est-à-dire que mon premier roman, Grand Frère, je travaillais dans un journal à l'époque, et un journaliste que je respectais beaucoup, qui avait été grand reporter, qui a une vie dingue, c'était au moment de l'affaire Théo Loaka. Donc elle est jugée en ce moment. C'est ce jeune qui a été violé par un policier à l'édit de Matraque. Et donc, ce journaliste dit... ouais, mais avec les jeunes de banlieue, c'est toujours les mêmes histoires. Et il le dit un peu de manière pas très sympa. Et j'ai eu une telle colère en moi, mais je ne pouvais pas répondre. J'avais moins de 30 ans, j'étais jeune. Il faut s'imaginer une salle de rédaction, il y a 20 personnes, il y a des gens, des intellos et tout. Donc j'ai rien dit. Mais avec cette colère, je me suis dit, non, moi je vais te raconter qu'un jeune de banlieue, je vais te raconter en long et en large, qui s'est pleuré, qui s'est aimé, s'il a des colères, elles sont légitimes. Et en fait, je me disais que la meilleure manière de le faire, c'était de le faire par le livre, puisque ça a apporté une forme de sacralité. Bon, ce livre, il a eu un destin qui a permis de sacrer en plus cette parole, mais je voulais écrire aussi un peu pour les miens, en tout cas pour leur donner une voix. Et cette voix, elle est sortie de nous. Voilà. Et j'aimerais qu'on revienne du coup sur cette idée de légitimité des gens dont on se permet de parler, comme ce confrère journaliste a pu le faire à ce moment-là. Ouais. Et à l'inverse, des gens qui sont des écrivains légitimes parce qu'ils ont écrit 2 livres. C'est vrai que j'avais jamais entendu cette histoire de seuil de 2 livres. Mais est-ce qu'en France, on ne donnerait pas trop de poids justement à ce qu'on pourrait appeler l'écriture légitime, c'est-à-dire des gens qui ont écrit des choses vues comme valables, c'est-à-dire un livre reconnu par la critique et non pas, par exemple, un album de rap. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas trop de poids qui est donné parfois aux intellectuels qu'on va voir parfois à la télé venir s'exprimer sur tout, sur rien, les éditorialistes notamment, tout ça. En voulant faire simple, en fait, on a créé une fonction d'intellectuel. Or, en fait, intellectuel, c'est pas une fonction, parce qu'on a tous un champ, on a tous une... Quand on est intellectuel, on a une discipline dans laquelle on est fort. Et donc, je sais pas si on est un grand juriste ou un grand historien, je pense qu'on n'est peut-être pas bon sur, j'en sais rien moi, la sociologie des footballeurs ou sur une affaire, sur l'affaire Depardieu. Et donc peut-être que ces gens qui parlent beaucoup, ils devraient peut-être apprendre je ne vais pas dire à se taire, mais à moins parler. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression que les personnes dites lettrées en France, notamment ceux qui peuvent se prémunir du fait d'être académiciens, peuvent après être interrogés sur toutes sortes de sujets. Et comme ils ont un bon verbe, une bonne parole, tout ce qu'ils vont dire sur absolument tous les sujets va être perçu comme je veux pas trop les chatouiller, sinon je vais me faire tricard. Non, il faut pas. Vous autres, autour de la table, alors qui n'êtes pas forcément écrivain de métier, quelle est votre perception sur ça, un peu sur ces personnes qu'on prend très très au sérieux en France, uniquement parce qu'elles ont écrit des livres, parfois sur un sujet très délimité, sur un sujet dont on ne sait pas forcément si elles le maîtrisent. Est-ce que c'est quelque chose qui parfois vous chatouille un petit peu aussi ? Moi, j'ai un peu l'impression que, tu sais, ces personnes-là, comme tu parles, elles sont, peut-être un peu surreprésentées dans les médias où on leur donne une importance. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec Internet, tu vois, on sait tous que, en fait, l'importance, elle est donnée par le public. Tu vois, je trouve que vraiment, il y a bien une victoire des réseaux sociaux et d'Internet, c'est un peu ce truc-là, c'est le public qui décide, quoi. J'ai l'impression, je sais pas vous dans vos domaines, mais du coup, j'ai l'impression que, tu sais, je vais dire un gros mot, mais on peut dire des gros mots ? Vas-y. J'ai un gros mot tu dois de pas ouf, diffamer les gens, juste. Non, mais les vieux cons, quoi. Tout le monde les a cramés maintenant. Ouais. Donc en fait, il a une émission quotidienne, super, mais
on sait qu'il est naze, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, je me rends pas trop compte, j'ai l'impression qu'on est vachement à l'heure du public qui décide, moi. Et que du coup, les artistes aussi en ont pris conscience, et que, du coup, justement, chaque personne se sent légitime de dire ces choses, quoi, tu vois. Donc, en tout cas, moi, du coup, ça m'agace moins. Je me dis, vas-y, c'est bon, tu vois. Donc tu veux dire que grâce à Internet, on arriverait un peu à contrebalancer cet effet d'élite qui s'alimente comme ça et qui... Après, je me rends pas compte, je te parle de mon prisme, Ouais, tu vois. bien sûr. En tout cas, je me rends compte que, genre, on croise plein de personnes intéressantes. En fait, tu sais, cette espèce de truc de caste des bien-pensants ou je sais pas quoi, qui nous disent la vérité, je le ressens moins. Mais après aussi, moi, je suis dans un milieu peut-être très... comment dire où on met de la valeur sur les gens qui se font... Enfin, tu vois, et du coup, on a des audiences. Et du coup, peut-être que c'est pas le cas et qu'il y a des milieux où c'est très dur de passer ces étapes pour avoir une parole, tu vois. Mais en tout cas, je me rends compte de ça. Après, en tout cas, moi, à mon humble échelle, j'ai quand même l'impression que même la visibilité, ça reste un privilège. Alors, il y a certaines personnes qui arrivent à la dépasser avec les armes qu'on a. Mais je veux dire, en tout cas, peut-être pour une meuf qui chante, par exemple, souvent, en fait, les personnes qu'on écoute ou qui vont avoir des grosses carrières, en fait, ça va être des personnes qui viennent de milieux hyper privilégiés et qui ont eu, en fait, un accès justement à l'académie, qui ont eu un accès à de l'aide financière, qui ont eu accès à des parents qui les ont poussés. Et du coup, au final, même dans l'art, on se retrouve à écouter, alors que l'art a quand même le but de représenter le peuple et les ressentis des gens, on finit par écouter les sentiments d'une petite partie de la population. Alors, c'est pas le cas partout, mais en tout cas, moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment choquée. Et en plus, quand t'es enfant et t'es là, je veux être chanteuse, toi, t'as vu le biopic de la meuf qui chantait dans la rue et qui est tombée sur le patron de je sais pas quoi et qui a pu sauver toute sa famille. Mais en fait, quand tu commences dans le vrai du vrai, souvent... la Miss, elle a un bel appart haussmannien déjà au départ. Tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le facteur thune dans la création, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà un appart ou une petite pension ou je sais pas quoi, c'est vrai que ça te laisse beaucoup de temps pour créer. Quand tu as un filet de sécurité, après, ils ont peut-être pas l'énergie. Ça, moi, je le vois beaucoup dans la création. C'est-à-dire qu'au début, c'est facilité, ils créent. Et puis, en fait, après, c'est comme si le train... Ouais, ils n'ont pas faim. Et le train, il n'est pas lancé. Tu vois, le train... Je travaillais avec un jeune éditeur qui me disait... alors, lui, il est rebeu et il vient de Savoie. Et il me disait, mais tu sais, nous, on est comme le TGV, on arrive de tellement loin qu'en fait, on est lancé et on ne s'arrête plus. Et j'aimais bien sa formule. Je trouvais que c'était assez efficace. J'aime beaucoup aussi cette expression. Mais moi, je suis d'accord pour rebondir sur ce que tu disais. C'est cet état d'esprit de... Quand t'as pas d'argent, c'est très difficile de se poser, de commencer à bosser parce que ton esprit il est préoccupé par d'autres choses. Et je pense qu'on est peut-être tous passés par là, mais quand tu débutes et que tu dois savoir comment tu payes ton loyer, comment tu vas manger, comment tu galères tous les jours, c'est très difficile d'être totalement posé pour écrire, pour créer, pour être vraiment... C'est ce qui fait que tu as un propos aussi... tu vois, c'est ce qui te construit en tant qu'artiste. Bien sûr. Ça nourrit d'un côté. Ouais, de ouf. Mais sinon, je suis aussi d'accord avec ce que tu disais au tout début, pour rebondir un peu plus. Mais voilà. Mais vous avez l'impression du coup d'évoluer dans des sphères qui sont remplies comme ça de Nepo Babies qui... Oh, moi, oui. Oh là là. Oh là là, les Nepo, ils sont partout. En plus, parfois, ça fait des surprises, en fait. Ça mais veut tu dire t'y quoi attends pas. Ça veut dire quoi, Nepo Babies? Nepo Babies. Je parle pour mes gars du Nord qui n'ont rien compris. Là. J'avais pas compris. Désolé. Mais là, par contre, là, c'est la culture internet là, qui m'a Ouais, parce que vraiment, on entend tout le temps. TikTok. Ah ouais. Nepo Babies, c'est les gens en fait qui viennent de bons milieux sociaux, ça veut dire au niveau économique, mais aussi des industries dans lesquelles après ils entendent évoluer. Donc en gros, en France, c'est un peu la spécialité. T'as des acteurs qui arrivent parce qu'ils sont fils, petits-fils, arrière-petits-fils d'acteurs, quoi. Mais ouais, mais c'est même pas ça. C'est des gens qui vont dire ouais, je me suis fait tout seul et t'es là. Voilà. En fait, Ils ont juste changé de nom. Tu vois, aux États-Unis, il y a des grandes familles comme ça. Tu sais, ils changent de nom. Et en fait, c'est des grandes familles de comédiens. Ils sont là depuis 3-4 générations. Et bon, ça leur permet de s'inventer une légende. Ah, je vois. C'est un grand débat. Pour moi, j'ai des amis qui sont fils d'eux et qui sont dans le métier, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont très talentueux et qui méritent leur place. Exactement. Mais imaginons que moi, si un jour j'arrive à me faire un nom et que j'ai un enfant, peut-être que j'aimerais qu'il commence plus facilement lui aussi et qu'il accède à des choses où moi j'ai galéré. Donc je pense que c'est un débat hyper intéressant. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut pas dire qu'on s'est fait tout seul et qu'on vient de loin et que... Bah ouais, c'est pas ça le problème en fait. C'est que ils le disent pas.
c'est qu'ils Voilà, c'est disent ça. que c'est de la méritocratie. C'est ça. Et Et là, c'est ils sont compliqué, ouais. tués à la tâche, puis toi, Ouais, en c'est fait, ça. tu dois te tuer pour manger, Bien tuer sûr. pour nourrir ta famille, et en plus, on te fait sentir que t'as pas assez travaillé, quoi. Ah, je suis d'accord. Nous parlons d'écriture pour l'instant et de qui est légitime finalement à écrire, qui se sent légitime à écrire. Et on va reprendre avec cette question à laquelle j'espère qu'on aura un peu tous la même réponse, mais est-ce que tout le monde peut écrire ? Oui. Je pense que oui. Oui, du moment qu'on sait écrire, mais à partir du CP, normalement, c'est bon. Lakna ? Je suis d'accord, je pense que tout le monde peut écrire. Ben, Même si tu sais pas écrire, tu peux dessiner. exactement. Ou Voilà. tu peux chanter. Faites des C'est vrai. rébus. Faites des rébus. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. J'étais à Madagascar je donnais cours pendant un mois là-bas. Et en fait, je rencontre un dessinateur dans la rue. Et je découvre qu'à Madagascar, la moitié des gens ne savent pas lire et écrire. Et que lui, il travaille pour un journal où on dessine l'actu pour les gens qui ne savent pas lire et écrire. Trop bien. Du coup, il montre. Voilà, je peux pas vous les montrer, mais. Et du coup, quand on voit ce qu'il fait, on se dit, mais c'est incroyable. En fait, il raconte des histoires aux gens en dessin, sans dialogue, sans rien. Les gens connaissent la météo, ce que fait le président. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable, ouais. Stylé. Bah, si je peux rebondir. Moi, je viens du Burkina Faso. Et du coup, on a très peu la culture écrite. Et en fait, on a des personnes qui sont comme mon père, qui est un griot. C'est-à-dire qu'il a le rôle dans le village. Bon, déjà, c'est héréditaire. Donc, c'est des gens qui chantent et qui s'accompagnent et qui ont le rôle, en fait, de raconter les mémoires d'un point de vue historique et de faire passer la tradition, mais oralement. Donc, il y a très peu d'écrits. Et aussi, certains ne sont pas scolarisés ou n'ont pas, juste pas cette culture-là. Donc, je pense qu'on a peut-être aussi une vision hyper occidentale de C'est vrai, l'écriture. c'est vrai. Oui. Alors, voulez-vous savoir t'en Non, dis-moi. je reviens, vous allez m'expliquer chacun pourquoi tout le monde peut écrire bien et pourquoi sûr. il est même important d'ailleurs que Tout le monde peut tout le monde se écrire. sente légitime à ça. Pour ma part, donc du côté du cinéma, du côté des scénarios peut-être. Bien sûr. On a Bien tous sûr. des choses à raconter, on a tous des choses en nous qui nous ont nourris, on a des histoires très personnelles, on a envie de rêver. Dans le scénario, je sais pas, moi j'écrivais parce que j'avais envie de jouer. Et donc j'ai commencé très tôt à écrire des histoires, à essayer de me mettre en scène. Voilà, j'ai pas j'ai eu un diplôme, j'ai un bac plus 5, je suis le mec, mais pas du tout dans un truc littéraire, donc j'ai pas une facilité à écrire. Je commence à lire un peu plus et c'est important, mais j'ai pas une facilité pour ça et pourtant ça le fait. Donc tous les gens qui nous écoutent, allez-y, c'est jamais trop tard. Faut commencer parce que si on commence jamais, on ne progresse pas. Faut y aller même au début. Ça sera peut-être nul, mais c'est pas grave. Et voilà. Mais t'as anticipé une de mes questions justement, Paul. C'est quoi la première fois où tu t'es dit là, je suis en train d'écrire, je suis pas juste, je suis pas à l'école en train d'apprendre à écrire, je suis pas en train de griffonner une liste de courses ou de correspondre avec des proches. Là, je suis vraiment en train d'écrire quelque chose. Je pense que c'est fin 2018. C'est mon tout premier court-métrage. Le milieu du cinéma est assez compliqué et on a envie de jouer. Et c'est un des seuls milieux où on est obligé d'attendre qu'on nous donne notre chance. C'est pas comme la musique, par exemple, où tu peux écrire et aller t'enregistrer en studio et te débrouiller par toi-même. Nous, on est obligé d'attendre qu'on nous tende la perche. Et j'en avais marre, donc je me suis dit que j'allais faire mes premiers courts-métrages tout seul. Donc j'ai commencé à écrire ce court-métrage pour le Nikon Festival, donc fin 2018. Et voilà, c'est mon premier scénario. Mais c'est marrant parce que ce que tu dis, ça rejoint ce que disait la réalisatrice Amandine Gay dans son documentaire Ouvrir la voie, où elle explique qu'en tant que femme noire, on lui propose que des rôles à un moment donné de prostituées ou de filles des cités ou de femmes de ménage, et qu'en fait, fatiguée de ne pas pouvoir avoir de Bien sûr. rôle d'actrice comme elle voulait faire, en fait, t'es pas mieux servi que par toi-même, et du coup, il faut faire les choses et prendre les choses à bras le corps si on vient pas nous chercher. Bien sûr, bien sûr. Et ça répond un peu à ça aussi quand tu commences toi à écrire par toi-même, te dire en fait on vient pas me chercher, je vais créer ma place. C'est totalement ça. Il y en a marre d'attendre en fait. C'est juste ça. On est capable de faire et donc pourquoi pas nous? C'est tout. Ben, la première fois que tu te dis vraiment là je suis en train d'écrire, c'est à quel moment, c'est à quelle occasion? Moi, personnellement, je sais pas. Parce que ça a été tellement un processus, tu vois, genre du début où tu essaies d'écrire pour écrire. Et justement, moi, j'ai mis du temps à pas écrire pour écrire, tu vois, genre à me dire, vas-y, en fait, au début, j'écrivais, je voulais être le meilleur rappeur, tu vois. Donc, j'essayais d'avoir des bêtes de phase. Mais au final, je pense, le jour où je me suis autorisé à vraiment me sentir, en fait, je peux raconter des trucs intéressants, c'est là que je me suis dit, là, j'écris. Ou en tout cas, là, j'apporte quelque chose, tu vois. Genre là, si tu m'écoutes, t'as un truc qui est vraiment intéressant. Au début, j'avais envie de faire et je pense que c'est un peu le truc quand tu débutes et tout, c'est que
t'as une espèce de modèle et tu fais un peu t'essayes de... En tout cas, moi, c'était ce truc-là, tu vois, j'essaie de me rapprocher de certains modèles. Peut-être parce que justement, je croyais pas... Enfin, c'est sûr, moi, c'est parce que je croyais pas assez en moi, tu vois. Je me disais, ouais, je le fais, t'as capté. Déjà, je suis un peu foufou, je me permets de faire ça, tu vois. Et au final, après, tu te dis, vas-y, mais en fait, j'ai le droit de... Tu vois, ce mec qui est mon modèle, en fait, vas-y, c'est bon, au calme. Moi, déjà, je suis pas lui. Et puis surtout, j'ai le droit de le faire. Mais moi, c'était surtout ce truc-là, le temps de me dire... c'est bon, je peux le faire, je peux être intéressant. Mais en fait, une fois que tu t'es dit ça, ta création est complètement différente. Parce que t'as un minimum confiance en ce que tu racontes et tout. Moi, vraiment, je me suis enlevé des couches et des couches de pudeur à force de discussions, de rencontres. Et qui, du coup, moi, je pense, m'ont permis de devenir un artiste intéressant, tu vois. Mais du coup, c'est vraiment le conseil que je dirais à tout le monde, c'est t'inquiète, t'es intéressant en gros. En fait, il a fallu que tu te sortes de cette comparaison où tu essaies d'écrire un référentiel avec d'autres et te dire, ouais, je vais écrire, enfin, entre grands guillemets, ma vérité. Mais et pour écrire faire ça, instinctivement. Mais pour faire ça, tu vois, il faut être capable de se dire. En fait, ça demande tellement de choses parce qu'il faut se dire, bah ok, je suis un artiste. Et ok, peut-être que je peux faire des choses. Et tu vois, c'est s'autoriser vraiment à se dire, vas-y, je suis capable de le faire, tu sais. Donc, je pense que c'est un des trucs les plus durs un peu parce que au début, je me sentais illégitime. Tu vois, tu fais tes premières interviews, tu te dis, mais pourquoi me demander des trucs? Moi, je suis pas intéressant, moi, tu vois. Tu fais un concert, tu fais les gens, ils vont payer là. Et au fur et à mesure, tu te dis, non, mais en fait, tranquille, tu vois. Genre, mais ça, c'est avec le temps, quoi. Donc, du coup, moi, tu vois, vraiment. Ça m'arrive encore des fois, imaginons je fais pas assez de studio, tu vois, je suis dans des trucs de promo et tout, je retourne en studio, je vais être là. Je suis éclaté, moi, pourquoi je suis là, tu vois, alors qu'en fait, c'est un peu un travail perpétuel. Du coup, j'arrive pas à dire une date, tu vois. Franchement, ça se trouve, demain, je vais aller en studio, je vais me dire, mais je suis pas à écrire, moi. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de moment, en fait, où, à ton sens, où on devient quelqu'un qui écrit. En fait, c'est un processus. Tout le monde écrit. Moi, tout le monde écrit déjà. J'ai déjà fait des ateliers d'écriture dans plein d'endroits différents, en prison, en EHPAD, avec des personnes handicapées qui ont écrit des trucs, qui m'ont mis des tartes, tu vois. Des fois, tu sais, tout le monde, hein. Demain, tu peux créer un truc de fou, demain... Je me tourne vers toi d'ailleurs, Maher, parce que ça fait écho à des ateliers d'écriture que tu as fait sur Instagram pendant le confinement, il me semble. Ouais. Ça répondait à quelle envie? Ça répondait... Moi, j'ai toujours cru... tout le monde sait écrire, mais après, il y a un art de la narration. Et ça, je pense que chacun dans sa discipline, il voit très bien ce que je veux dire. Entre eux, au départ, on fait compliqué, on fait mou, et à un moment, on arrive à l'épure parce qu'on enlève, et il y a des techniques narratives quand même. On les suit pas, mais il faut les avoir. Et donc, j'avais envie de transmettre ça, et surtout, j'avais envie de faire ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire... J'avais 2 ateliers par semaine et je prenais des gens du domaine de l'écriture, des gens de domaines différents. Donc scénaristes, réalisateurs, monteurs, écrivains, je sais pas quoi, documentaristes, paroliers. Et donc on faisait ça et l'idée c'était de montrer aux gens que l'écriture il y avait aussi des techniques d'écriture et je voulais entendre aussi les gens, je voulais m'enrichir. Il s'avère que c'était le confinement, les gens avaient du temps, donc ils se connectaient 2 soirs par semaine, on était, je sais plus, 800, 900. Et puis donc... Mais c'était marrant parce que moi je faisais ça pour 40 personnes au départ et surtout c'était le confinement, je voulais m'occuper, j'avais rien à faire. Je voulais percer sur Insta, ouais. Ne la fais pas. Non, franchement, je veux dire, tous les gens avec qui j'ai parlé au bureau, ils me disaient, putain, nous c'était dur le confinement et moi, du coup, j'étais débordé. Parce que je recevais 3 personnes à chaque fois. J'ai dit des interviews et mine de rien, après ils m'ont dit mais pourquoi tu continues pas? C'était trop de travail. Moi je suis pas journaliste radio, c'était pas. Mais ça m'a occupé, c'était bien. Mais là tu vois pareil, il y a un peu tout à l'heure on parlait de cette image un peu élitiste de l'écrivain qui est là, qui écrit, qui est un intellectuel et tout. En fait, faire écrire les gens devant leur écran, c'est aussi désacraliser le truc. Parce qu'on entend très souvent s'opposer. Le vrai intellectuel qui lit des livres et qui écrit à la plume sur son carnet. Non, mais ça, c'est du mytho, ça. Bien sûr. Ça, moi, je les appelle, ça, c'est les auteurs de la main de Dieu. Donc, ils t'inventent une histoire, tu leur poses des questions, ils disent oui, moi, ça sort comme ça. Donc, j'arrive pas à mimer le geste, mais il faut un peu les mousquetaires, quoi. Et moi, c'est comme ce que dit Ben ou Paul, en fait, tu sors un premier jet. C'est bon, c'est pas bon, mais au moins, il y a une matière sur laquelle tu peux travailler. Si tu sors rien, bah, t'es mou et donc tu ressasses dans ta tête. Ah, j'ai pas d'idée, mais qu'est-ce que je peux... Bah non, t'écris. Je suis sûr que tu fais pareil pour tes chroniques ou tes éditos. Même pour mes livres que j'arrive jamais à finir. Voilà, tu sors. Je me dis non, mais en 15 jours, en vrai, c'était une vraie autrice. Tu peux écrire ça en 15 jours. Oui, bah oui, bien sûr. Et nous, on a l'expression dans l'édition. On parle des livres de 15 jours. Bref. Je vais pas me fâcher avec mes éditeurs. À ma droite, Lakna. Toi, tu as commencé à chanter du coup à 6 ans. Ouais. Mais tu commences à écrire à quel moment? Beaucoup plus tard, en fait.
parce que j'ai fait, avec le chant, j'ai fait un travail de coaching vocal pendant 8 ans. J'avais vraiment une gourou qui voulait me pousser. Je faisais 4 heures par semaine. Vraiment, j'étais sa petite. Elle voulait que je chante du Whitney Houston, des trucs. Waouh. Mais du coup, il y avait, c'était plus de la performance qu'un travail vraiment artistique, etc. Du coup, je dirais que ça fait 4 ans que je me suis mise à écrire. Et si je peux donner un conseil pour devenir quelqu'un qui écrit, il faut écrire. Enfin, dans le sens qu'il faut passer à l'action d'écrire. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile pour beaucoup de gens. C'est de juste le faire, entre guillemets. Parce que justement, on a des barrières mentales, de ça va être nul, etc. Et bien sûr, ça va être nul, ne t'inquiète pas. Mais c'est très normal. Et par contre, moi, je vais pas dire que j'ai la plume divine du truc, mais j'ai dû plus apprendre à cadrer l'inspiration qu'à faire l'inverse. Ça veut dire que quand je suis dans des états où peut-être depuis enfant, où il y a un peu... Enfin, moi, j'aime bien le représenter comme une sorte de tube, où en fait, pour moi, un artiste, c'est pas forcément toi ou moi, c'est une capacité de connecter à une inspiration qui descend et nous, en fait, on la ressort. Enfin, après, c'est un peu mon délire spiritos, mais voilà, je vous le donne. Non, non, mais c'est ça. Mais en fait, pour moi, du coup, notre travail, c'est justement de se mettre dans cette position d'accueil. Et du coup, j'avais peut-être un peu plus le truc de genre... maintenant je dis ça. Et c'est à travers des potes qui, eux, faisaient beaucoup de freestyle et qui étaient des rappeurs que je me suis dit, mais en fait, je veux aussi vraiment apprendre à le voir aussi d'un point de vue peut-être plus mathématique. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est un truc que je trouve vraiment incroyable chez les gens qui peuvent freestyler. C'est que j'ai l'impression qu'il y a une partie du cerveau qui est développée, qu'il y a un muscle qui est développé. Ou des fois, chez les chanteurs, on le néglige un petit peu parce qu'on est plus sur justement du travail vocal, etc. Ou plus sur la mélo. Et cette dernière année, je me suis dit, mais en fait, pour moi, c'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que quand tu freestyles, tu pars sans savoir ce que tu vas dire. Donc, c'est très instinctif, comme de l'écriture automatique, mais orale en fait. C'est ça, mais sur des skills très techniques et très mathématiques. Et du coup, j'ai fait un délire sur ça et j'ai voulu apprendre à freestyler. Je disais des trucs éclatés, oh là là, mais tous les jours, je parlais en freestylant à mon copain, c'était génial. C'était un peu gênant, mais... Enfin bref, je sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, mais pour dire que je trouve que c'est le mélange entre la plume divine et le truc un peu plus cartésien et mathématique qui, à mon avis, pousse le passage à l'acte d'écriture à un autre niveau. Ben, toi, le freestyle, t'es passé par là aussi ? Oh, de ouf. Et alors ? Bah, en fait, en fait, c'est rigolo ce que tu dis, parce que pour moi, en gros, quand tu parles du côté mathématique, c'est qu'en fait, quand tu fais des impros, t'es dicté par des trucs de base que je pense c'est bien de connaître, par les mesures, le temps, etc. Tu vois, les rimes. En gros, plus ta rime elle est riche, plus c'est stylé, on va dire. Le fait d'inventer des flows sur le moment, enfin tu vois, il y a vraiment un truc de gym. Par contre, il y a un truc de contrainte qui fait qu'en effet, des fois, ça peut être éclaté, comme des fois, ça peut être génial, mais le fait de beaucoup le faire, ce qui est cool, c'est qu'après, tu développes des muscles un peu qui font que tu écris, je pense, de manière plus... Moi, je l'ai beaucoup fait à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, genre... je faisais des concours d'impro, moi, et tout, au début, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment... Maintenant, j'en fais plus du tout. Genre, je pense que si je dois en faire là, maintenant, c'est catastrophe et tout. Mais je pense que j'ai gardé de ce truc-là le côté un peu... en fait, t'y penses plus, mais moi, tu me dis un mot à 3 syllabes, j'ai direct des mots en multisyllabiques qui viennent et tout, tu vois. Et je pense plein de rappeurs, on a ce virus-là, tu vois, à force de... Si ma voix s'éteint, on finit l'émission comme ça. On te balance juste des mots. Non, je fais plus ça. Ou alors, faut me donner beaucoup d'argent, mais sinon, je ne le fais plus. T'inquiète, c'est Radio France qui va régler ça. Lakna, je me tourne vers toi. Parce que dans ton titre, Solo de sax, tu nous dis, au fond, je sais même pas d'où je viens, un jour d'ici, un de plus loin. Tu parles de ton père et de son histoire aussi sur ton compte Instagram, de qui il est, et t'écris quelque part entre deux cultures, deux mondes. Est-ce qu'écrire pour toi, c'est tisser des ponts entre des gens qui se connaissent pas forcément, entre des cultures qui se mélangent pas toujours ? Je dirais que c'est surtout réunir les personnes qui sont coincées entre les ponts, à mon échelle. C'est vrai que moi, je suis une femme métisse, bisexuelle, donc en plus je suis toujours la pauvre chez les riches, donc j'ai vraiment l'habitude d'être paumée au milieu. Et c'est vraiment à travers la musique que
j'arrive à me retrouver une place entre les deux, une sorte d'identité. Et j'ai voulu faire d'ailleurs mon prochain projet sur les questions de métissage, parce qu'en fait, des fois, on ne se rend pas vraiment compte, parce que c'est vrai qu'ici, on est assimilé aux personnes qui sont noires, mais moi, si je vais au Burkina Faso, on m'appelle Toubabou dans la rue, donc je suis blanche. Et du coup, il y a vraiment ce sentiment de non-appartenance qui est assez compliqué. Et depuis que j'en ai un petit peu parlé, c'est vrai que j'ai reçu quand même pas mal de messages de personnes aussi métisses, qui sentent un petit peu ce décalage-là. Mais en tout cas, moi, c'est ma musique qui me permet de faire des liens. Là, j'ai pu jouer au Burkina Faso il y a un mois, ce que j'aurais jamais pensé. Et au final, le maire est venu. Enfin, je me suis vraiment sentie validée. Ouais, c'était trop bien. Je me suis vraiment sentie validée par les miens aussi. Et vu que mon père est aussi un musicien traditionnel, alors bien que moi, je fasse pas de la musique traditionnelle, c'est vrai qu'il y a une sorte... Enfin, je ressens une sorte d'héritage, mais qui appartient vraiment à deux cultures différentes. Ouais, j'ai vu sur ton compte Instagram qu'à un moment, justement, tu en parlais de cette filiation en fait, entre ton père qui fait de la musique à tel endroit, toi qui fais de la musique à tel autre endroit, et que c'était important pour toi. Et tu chantes aussi la santé mentale dans ton titre Up and Down. Tu dis, il fait beau dehors, pas dans ma tête, c'est juste le mal du siècle. Bonne ambiance. Mais pourquoi tu choisis comme ça, justement, d'aller à des endroits douloureux? Pour moi, c'est important. Et puis, je pense vraiment, parce que dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un qui est assez... je suis assez heureuse, etc. Je rigole souvent, c'est une émotion que je ressens souvent. Mais j'ai l'impression que c'est parce que je vais mettre le doigt sur des endroits bien dégueulasses de moi à travers ma musique. Je m'auto-thérapise toute la journée. Donc ça me fait du bien et je pense que c'est important. Je pense que c'est aussi un titre qui a parlé à pas mal de personnes parce que effectivement ça parle de santé mentale, ça parle d'hypersensibilité. Après j'aime pas forcément mettre vraiment des cases, mais ça parle vraiment de prendre soin et puis de... Mais en fait cette phrase c'est une pote à moi qui me l'a dit parce que je me sentais pas bien puis on est sortis le matin puis on était éblouis puis elle a fait « Ah putain il fait beau pas comme dans ma tête hein. » Et j'étais là « Super, allez donne-moi ça !» Il y a souvent des méga punch en plus qui sortent sur le mal-être, tu sais. T'es là, tu fais des blagues en mode ouais, c'est ouf. Mais du coup, quand t'écris ce genre de choses, t'as l'impression que c'est pour aider les autres ou c'est pour t'aider toi aussi? C'est pour m'aider moi. Moi, je suis vraiment... je suis pas dans le... Je donne tout à l'extérieur, si vraiment pas intéressée. Non. Je pense vraiment qu'en se soignant soi et en trouvant une sorte d'équilibre à l'intérieur, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir soigner à l'extérieur. Je déteste les gens qui prennent pas soin d'eux et puis font de la fausse aide. Je trouve ça un peu violent. Ça vous parle autour de la table, le fait de se sauver par l'écriture et d'essayer aussi de sauver les autres par les personnages qu'on compose ou les histoires de vie qu'on raconte? Ouais. Enfin, moi, je l'ai souvent entendu. Tu vois, notamment les prisonniers qui envoient des lettres. Parce que les prisonniers, on le sait pas, mais ils lisent beaucoup. Souvent, en fait, ils ont des téléphones et tout, ils font de la muscu, mais comme ils ont du temps, en fait, ils se mettent à... Non, mais c'est vrai, ils se mettent à lire. Et moi, je l'ai découvert en allant à leur rencontre en prison. Il y a un groupe de prisonniers qui m'a écrit en disant « On a un club de lecture, on aimerait bien que tu viennes ». Et j'ai été impressionné par la qualité de leur retour en disant « Ah, je me suis identifié à tel personnage, etc. » Et j'ai vu que ça leur faisait du bien d'avoir des histoires, en tout cas, qui leur ressemblent. Je ne sais pas si elles leur ressemblent, mais eux, en tout cas, pensaient que ça leur ressemblait. Et j'ai l'impression que quand on pose des mots sur des réalités que tu as vécues, moi, ça m'a aidé comme lecteur. Mais c'est pareil pour le cinéma ou quand j'entends de la musique. Ça me fait du bien des fois. Je me dis, tiens, ça parle de ce que j'ai vécu. Et des fois, c'est des histoires qui n'ont rien à voir avec moi. Mais donc je sais plus le début de la question, je suis parti en... Mais c'est très bien. Solo. C'est le principe de tunnel, justement, faire des tunnels comme ça. Voilà. Paul, c'est quelque chose qui te parle aussi, justement, à travers le cinéma, ce que Maher disait? Bien sûr, pas qu'à travers le cinéma, à travers la musique aussi. C'est un truc que j'ai rarement notifié, mais j'ai écrit un peu de rap quand j'étais plus jeune. On s'en doutait. Ça se sentait. Ça se sentait ou pas? Je suis un grand fan de... C'est ton charisme qui dégage ça. Je suis en train de rougir, ça se voit pas. Et non, dans mes souvenirs, quand ça allait mal, je me réfugiais dans l'écriture. Donc avant un peu dans le rap, maintenant dans les scénarios et dans le cinéma, il y a vraiment une sorte de thérapie pour moi de me mettre à mon bureau, de vraiment m'esseler, de couper un peu tout et puis voilà, de faire partir mon esprit dans un monde imaginaire, on va dire. Ça m'apaise. Mais c'est hyper intéressant parce que quand j'ai noté ce truc sur se sauver par l'écriture, j'ai noté un double sens possible. Se sauver, évidemment, au sens sauver les autres, sauvetage et tout, mais il y a aussi le côté se sauver, évasion. Bien sûr. Et partir, en fait, du truc, et les deux peuvent être intimement liés. Ben, c'est un truc qui te parle, ça aussi? Oh, de ouf. Hein. C'est très...
quand tu parlais tout à l'heure de tube, en vrai, il y a aussi un truc de trance, tu vois, d'être... C'est rare d'être... tu sais, moi, par exemple, quand j'écris, j'ai une instru et je pense qu'elle peut tourner dans ma tête dans mes écouteurs pendant genre 5 heures. Mhm. En vrai, au bout d'un moment, ça fait 5 heures que tu mets la même prod et que tu es en train de réfléchir à des trucs. En vrai, c'est logique d'entrer dans des états de transe. Mhm, bien sûr. Et du coup, c'est quand... Enfin, moi, vraiment, je ne connais aucune meilleure émotion que le studio. Quand tu t'es... Toute la journée... Tu t'es évadé toute la journée, quoi. Et à la fin, ça donne un morceau. Et c'est très cliché, les gens qui disent mon morceau, c'est mon bébé et tout. Mais moi, je le comprends comme ça, parce que, genre, en fait, c'est le bébé d'un travail, presque d'un voyage que t'as fait, tu vois. Et pour rattacher à ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir vivre ça, tu t'es permis de le vivre parce que tu t'es dit, vas-y, c'est bon, pendant 5 heures, je vais écrire. Et à aucun moment, tu t'es dit, j'abuse, je me prends pour qui là? Non, t'as fait ton voyage, quoi. Tu vois, et ça, c'est genre, moi, je trouve ça, c'est des super sensations. Et si je me permets, moi, je suis bavard, désolé, mais genre, quand on était petit, moi, à l'école, par exemple, souvent, je faisais des exposés, des trucs qu'on me demande, et jamais c'était abouti. Tout le monde, on me disait tout le temps là-bas, c'est pas ouf, un truc. Et en fait, quand tu t'autorises à faire ça, tu te rends pas compte, mais en fait, là, t'es en train de fournir un travail abouti, parce que tu vas au bout d'un truc, tu le fais avec tes tripes et tout, tu donnes tout ce que t'as, tu vois. Tu mets tes valeurs, ton histoire et tout, et du coup, genre, ça, c'est... Moi, j'ai déjà eu des émotions, je me dis, putain, là, en fait, je suis en train de faire ce travail, tu vois, genre... Et du coup, pareil, en faisant ça, tu t'auto-thérapises, je sais pas si je peux dire ça, bref, je le dis. On a compris. Voilà, c'est carré, gros. Tu te thérapieses. et du coup, bah, tu découvres grave des trucs sur Watt et tout, c'est trop bien. Enfin, en vrai, franchement... Bah, surtout quand tu te mets des déterres sur des longs créneaux horaires, quand tu dis là, je vais rester des 3, 4, 5 heures, en fait, il y a un moment où l'écriture, il y a un cap où ça redevient difficile parce que tu sais pas quoi dire. Ouais. Et là, derrière, tu découvres que tu penses ou que tu ressens des trucs dont tu n'avais même pas idée aussi. Ça, c'est hyper fort. Et c'est là que tu sors des textes qui, justement, te paraissent être des bébés parce que tu es là, waouh, mais c'est hyper stylé, en fait. Ouais, de ouf. Et puis en plus, en vrai, à force d'essayer, tu sors des bons trucs. Bah, d'où le conseil aussi de la CNAC d'écrire tout le temps, en fait. D'écrire tout le temps. Et ça, je pense que tout le monde en est capable. C'est juste que ça paraît pas forcément brillant selon les critères de ce qu'on considère comme être brillant dès le début, mais... Et à contrario, écris tout le temps, mais par contre, quand t'as pas envie d'écrire, écris pas. Oui, mais je suis pas là pour aller forcer les gens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu sais, ce fameux truc, y a trop d'artistes qui sont dans ce truc-là, genre, j'écris que de la merde et tout. Ouais, mais en fait, regarde, va vivre des trucs. Repose-toi, prends du temps, nourris-toi. Vider son sac, ça veut aussi dire qu'il faut le remplir avant, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est une très bonne punch, il faut que tu la mettes quelque part. C'est carré, je la laisse à tous les bébés rappeurs qui ont besoin d'inspi. Non, mais sur l'écriture, c'est l'école qui nous formate. C'est-à-dire que le jugement du prof, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas quoi, sur un sujet donné, il faut respecter des formes, des auteurs du XVIIe siècle et demi qu'on a dû étudier, machin. En fait, le gars, il a 15 ans, il veut écrire, il a tout le poids de la littérature française sur le dos, tu vois le truc. Bah, d'où le côté élitiste qu'on évoquait tout à l'heure. C'est terrible, c'est terrible. Et ça, je veux dire, moi je parlais à des jeunes qui veulent se lancer du rap, 18 ans, les parents leur disaient, ouais, faut que t'écoutes Notorious Big, IAM, machin, mais laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. J'avais une question. Est-ce que vous avez recours aux journaux intimes? Est-ce qu'il y a des endroits où vous écrivez des choses? Alors, pas la peine de dévoiler les cachettes, évidemment, mais en tout cas, est-ce que c'est un outil auquel vous avez... Je crois qu'on avez... écrit tous dans les notes de téléphone, non? Sur les rochers, moi. Ah ouais? Ouais. Avec les rochers. Avec des silex et un burin. Avec des épées, frérot. C'est un homme préhistorique. Bretonnes, tu as gravé tes tripes. C'est hyper intéressant que tu... T'as souri quand on a dit journal intime. Mais ça fait... Tu sais pourquoi? Ça fait genre 4-5 jours, je me suis acheté un petit carnet à la Fnac et que je commence à noter des choses hyper personnelles. Je le faisais pas avant parce que je me suis dit peut-être que ça va me faire du bien d'écrire des... Alors, c'est pas des mémoires ni autres, mais je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans là, depuis 4-5 jours. Et ça me fait plutôt du bien, je kiffe, tu vois. Et voilà, tous les jours, j'écris ce que j'ai fait dans ma journée, ce que j'ai à faire, ce qui va arriver. Ça tue. C'est cool. Ouais, de ouf. Mais ça permet même de découvrir peut-être que t'as ressenti des trucs que t'as pas trop capté dans ta journée, tu vois. Ouais, de pas oublier certaines choses. À l'écrire, à fond. Ça surtout fait vraiment du souvenir. Des émotions à des moments, des trucs. Non, franchement, c'est cool. Mais en plus, il y a le côté quand tu relis des trucs, bah moi je pense notamment d'ailleurs aux notes de téléphone, mais quand tu relis des choses que t'as écrites parfois même il y a pas si longtemps, tu vois, il y a des 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est comme si tu re-rencontrais le toi d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans quand t'as bien évolué et tu te dis, ah ouais, parce que
les photos, les souvenirs avec les potes et tout, c'est une chose. Mais là, t'as vraiment un truc en... Ah, je suis totalement d'accord. Et surtout, dans les notes, on a tendance à écrire assez rapidement, je sais pas pourquoi, et on met des bouts de mots. Après, quand tu relis tes notes, tu comprends pas ce que tu as voulu dire il y a tant d'années. Là, l'écriture, je m'applique à faire des vraies phrases, je fais un vrai truc. Et c'est assez marrant. Mais moi, je trouve que ça peut être même plus fort que les photos, les odeurs. Les c'est sûr. Vous êtes déjà servi de textes que justement vous aviez retrouvés, que vous aviez écrit de façon un peu intime, pour créer derrière? Moi, ce que je fais, c'est que au lieu de faire justement des phrases bien, ce que je fais, c'est que quand j'ai des moments où j'ai un peu trop d'émotions, des trucs comme ça, je vais faire de l'écriture, mais vraiment, en fait, quand on parle, on a quand même différentes couches de pensée. On a la pensée qui parle, la troisième derrière qui chante une chanson depuis ce matin, la deuxième qui dit des dingueries. Et en fait, j'essaye de toutes les placer. Ça veut dire que je vais me mettre à l'ordi et je vais vraiment vomir un peu mon truc, mais sans jugement. Sans jugement. Et en tout cas, par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes d'anxiété, ça aide énormément. Et tu fais ça pendant 10 minutes, mais tu sors tout, même le son derrière, et puis lui ce matin, et puis sinon, oui, ça va bien, non, en fait, ça va pas. Et tu sors tout d'un point de vue non cadré, et ça fait hyper du bien. Et moi, j'avais appelé du coup mon document sur mon ordi, qui était mon vomi de pensée. Je l'avais appelé Univers observable, parce que je regardais des trucs d'astronomie le soir, bref, parce que je faisais des insomnies. Et j'avais découvert que c'était la partie visible depuis la position où t'es. Ça s'appelle l'univers observable. Du coup, j'étais là, c'est super, parce que c'est exactement ce que je vois dans mon vomi d'écriture. C'est la partie visible de l'endroit où je suis à l'instant T. C'est tout ce que je vois. Et je trouvais super. Et bref, du coup, je l'avais dit à un pote, c'est pour ça que j'avais appelé mon dernier projet comme ça. Mais en tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup. Et des fois, je vais vous revoir et je me dis qu'il faut que j'aille en thérapie. Mais t'arrives du coup après à... Après, ça veut pas dire que ça doit être des trucs productifs et qu'on est obligé de faire quelque chose, parce que ça peut être parfaitement justement spontané. Mais est-ce que ça t'arrive du coup de te replonger là-dedans? Je sais pas, tu te dis, ah ok, là j'ai envie de faire une chanson sur tel thème. Tiens, j'ai retrouvé telle note qui parle de ça, et d'aller repiocher dedans, ou tu repars avec un regard neuf à chaque fois? Non, j'ai quand même des notes où je me dis... ah, c'est marrant, t'as dit ça, viens, je le note vite. Ou un petit truc qui passe. Mais c'est par période. Je trouve qu'il y a des périodes d'inspiration, puis il y a des périodes... en tout cas, je sais pas comment c'est pour vous, mais où c'est justement, t'es plus dans de la promo et des trucs comme ça, puis tu coupes un peu le tube. À fond. Et après, ça se réouvre et les petites notes. Bah, c'est un peu ce que tu disais, Ben, tout à l'heure, sur les périodes où tu vis et les périodes où tu processes ce que t'as vécu, où tu le réfléchis, où t'écris dessus. Et justement, je reste... sur toi, focus, parce que du coup, j'avais une question. C'est que tu as une écriture très imagée. Est-ce que c'est une façon pour toi de mettre à distance les émotions qui sous-tendent les textes? Parce que tu vas avoir des métaphores très précises et compagnie. Mais est-ce que c'est une façon de ne pas dire les émotions et les sentiments dans les chansons? Je crois pas. Mais peut-être que je me trompe. Non, bah, je pense que t'es... Mais non, c'est parce que pour moi, en fait, ça va rejoindre Je vais faire un petit grand écart vite fait, mais... En fait, moi, ce que j'aime bien quand je retrouve des notes d'avant, c'est que ça nous rappelle que ce qu'on écrit, ça nous appartient plus une fois que c'est écrit, genre. Parce qu'en fait, pourquoi t'hallucines quand... Une partie, je pense, qui fait que t'hallucines quand tu te relis ton toi d'il y a 3 ans, c'est qu'en fait, t'as pas le contexte. Ouais. Comme quelqu'un qui lirait ta chanson, qui entendrait ta chanson. Et du coup, ça rappelle que c'est aussi ça, bien écrire, c'est bien transmettre un sentiment, tu vois. Du coup, je trouve ça marrant. Et je dis ça parce que, genre... moi, quand je trouve que une belle image, ça suffit en fait, tu vois, genre et un morceau, ça doit pas être une pensée dictée, ou même un bouquin, ou même un film, tu vois, c'est juste quelle émotion je ressens, comment je l'interprète, tu vois, et j'aime bien quand, tu vois, il y a d'autres artistes qui ont ce truc là de une image et tu fais ah, c'est vrai, tu vois, des fois bien écrire c'est juste se rappeler d'un élément, d'un truc, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. Ma maman qui lave les clinches des portes, tu vois, je sais pas, ça peut te faire phaser, tu vois, bah juste tu vas raconter ça, en fait ça va parler à d'autres gens parce que ça va leur ramener à l'enfance, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais moi c'est un peu ce truc-là, du coup cacher des émotions, je ne sais pas, parce que ça m'arrive je pense de parler d'émotions de manière très précise, mais les images c'est bien aussi, tu vois. Enfin, je sais pas. Non mais justement dans l'écriture, en plus ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est cette espèce d'impudeur en 2 temps, parce que déjà, parfois écrire quelque chose qu'on sait être violent sur ce qu'on ressent, etc., c'est déjà... se faire violence un petit peu, et ensuite aller le projeter au monde, c'est un deuxième temps mais du coup c'est pas comme si t'es sur une scène
et tu improvises quelque chose et tu cries directement ta vérité aux gens. Ouais. Parce que là, c'est hyper abrupt. Alors que là, c'est vraiment de temps. D'abord, tu le couches sur papier, t'en prends conscience. Et ensuite, tu viens le donner au public. Sur ton projet de Dire je t'aime, qui sort le 26 janvier. Tu l'as écouté? Ouais. Sale. Je l'ai eu grâce à ton staff brillant. Grâce à Yannick. Pierre, Exactement. bisous à lui. Ton premier gros album, il y a une chanson qui m'a marquée qui s'appelle, comme l'album, qui s'appelle Dire je t'aime. Ah, trop bien. Et elle traite de la difficulté en fait des hommes entre eux à marquer leur affection, etc., à dire les choses. Une difficulté qui parfois isole. Et en vrai, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est pas forcément un sujet qui est hyper exploité dans le rap. Non, je crois pas. Hein. J'ai jamais entendu non. en tout cas. Bah non. Et du coup, est-ce que quand tu fais ce genre de titre, où tu t'engages un petit peu sur une question et tu soulèves un problème, enfin finalement, alors là c'est la militante féministe qui parle. Vas-y, c'est bon. Mais en fait, non mais attends, mais vraiment, en fait on va souvent nous dire, ouais non mais de toute façon vous abusez parce que les hommes ils se suicident plus que les femmes, donc... Les hommes, ils se suicident plus que les femmes, donc vous êtes privilégiés. Ils se suicident? Ils se suicident plus que les... Ah, suicide? Oui. On n'a pas les mêmes accents, tu vois. Ouais, j'ai compris. Suicide. Non, c'est sur TikTok aussi. Ils se suicident plus que les femmes. Et du coup, l'argument, oui, les femmes sont de ce fait privilégiées parce que les hommes sont plus malheureux. Wow. Et la réponse que j'ai très souvent apportée à ça, notamment dans le livre que je n'arrive pas à terminer, c'est qu'en fait, les hommes, il y a aussi un énorme tabou au niveau de la santé mentale. Et il y a beaucoup plus de difficultés à se soutenir les uns les autres, au-delà de ce qui est simple et futile. Pourquoi tu as voulu, toi, parler de ce sujet ? Pour contextualiser pour les gens, je vous encourage à aller l'écouter la semaine prochaine, mais c'est vrai, le truc qui résume, c'est juste, je dis entre mecs, on se dit pas qu'on s'aime. C'est un peu le sujet de la chanson, quoi. J'ai plus les paroles. mais en gros, pourquoi j'ai voulu parler de ça ? Juste, ça me touche. En gros, là, moi, tu vois, je suis une période où je me rends compte des fois que je grandis. Donc, tu sais, moi, on a ce truc. Tu vois, les copains, c'est mon équipe, je vais grandir avec eux. Et en fait, des fois, tu grandis, en tout cas, moi, ça m'arrive, tu vois, et tu te dis, merde, genre, lui, c'est mon gars, tu vois, je l'aime, je le kiffe. Et en même temps, il fait des trucs que je comprends pas. Je sais pas si je suis vraiment raccord avec lui. Tu vois, enfin, en gros, je me pose 1000 questions, tu vois, et en même temps, du coup, j'ai du mal à lui dire plein de choses, genre en mode qu'est-ce que ça me fait quand tu dis ce truc-là alors que je suis pas d'accord avec toi. En fait, ça crée des incompréhensions, tu vois. Et notamment à propos de... En fait, au final, tout ça, c'est genre... En fait, ça veut dire que tu t'enquières de lui et que tu as envie de lui dire que tu le kiffes, tu vois. Et que tu l'aimes en vrai. Mais c'est... Je sais pas, moi, j'ai ce truc de... Moi, je suis rempli de pudeur, je m'énerve, tu vois. Genre, je sais que je devrais m'en extirper, mais je galère, tu vois. Je travaille sur ça, mais... Mais justement, sur cette question de pudeur, est-ce que quand tu te dis, en fait, j'ai envie de parler de cette question qui n'est pas forcément très abordée, surtout en plus, dans le rap, on va pas faire les clichés des émissions qui parlent du rap et qui disent que c'est un truc brut et tout, parce que c'est pas du tout que ça. Mais quand même, c'est pas le genre de sujet donc, qui sont trop exploités. Et est-ce que toi, le fait de parler de ça vient comme une urgence ou ça répond vraiment à un cahier des charges où tu te dis, voilà, ce sujet, il faut en parler. C'est mon morceau ouvert, on va pas se mentir. Non, mais tu vois ce que je veux dire, où tu te dis, ok, il faut parler de ça, j'ai envie de dire telle idée. Non, ou ça vient tout seul. Ouais, non, c'est comme ça. Là, c'est pareil, c'est les 6 heures dans un parc. Je suis sur une pierre... à côté de la rue nationale, voilà, pour ceux qui veulent partir en pèlerinage à Lille. Mais c'est genre... et juste, je pense à ça parce que j'aime mes copains, tu vois. Et du coup, je leur raconte. Je peux te raconter une histoire. En fait, j'étais en festival cette année. Donc, je jouais en festival et il y avait certains potes à moi que je voyais au premier rang. Je voyais un peu perdus, tu vois. Je voyais dans leurs yeux, ils étaient perdus pour plein de raisons différentes, tu vois. Et ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Et en fait, tu sais, je pense un truc, c'est que genre, les gens, ils sont ce qu'ils sont et ils font ce qu'ils ont à faire et c'est pas forcément ce que toi t'aimerais qu'ils fassent, mais c'est tout, faut que tu le respectes, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, moi, ça, en tout cas, c'est quelque chose qui me travaille, tu vois, parce que j'aime, il y a trop de gens que j'aime, tu vois, et des fois, on n'a pas le temps soit de leur dire, soit même de s'en occuper, tu vois. Genre, tu sais, là, je sais pas, moi, je me rends compte qu'il y a des amis que je kiffe, j'aimerais passer du temps avec eux, on a besoin de se parler, de se dire les choses, et j'ai pas le temps, parce que 1000 trucs, tu vois. Bref, c'est un peu ce truc-là, quoi. Et une dernière question, justement, sur ce titre, hein, très rapidement, mais est-ce que,
quand t'écris ce genre de choses qui s'adressent directement à tes potes, avec justement toute la pudeur que tu peux avoir, t'as une appréhension du moment où ils vont découvrir le morceau, et surtout il va être public, tu vois, où tu vas peut-être le chanter en concert alors qu'ils seront là et tout. Ouais, non, ça va. Ouais, si obligé. Mais en vrai, la plupart, je leur ai dit déjà. Je leur ai dit, ouais, frérot, il est pour toi ce couplet. Enfin, en tout cas, je pensais à toi quand je l'ai écrit. Et c'est bien, ça me permet de lui dire des choses. Au final, c'est presque genre, bah voilà, je t'ai déjà. Enfin, tu vois. Là, t'ouvres la parole différemment, en fait. Ouais, c'est ça. Nous parlons toujours d'écriture, de tous les processus d'écriture, de pourquoi on écrit, de pour qui on écrit. Et je suis toujours avec mes invités, Ben PLG, Lakna, Maya Guven et Paul Déby. Et Paul, je me tourne vers toi. Dis-moi tout. Parce que on en parlait quand on a pu faire ta longue bio professionnelle dans l'introduction. Tu touches à tout et tu commences à être un peu partout aussi. Tout d'abord, parce qu'on a beaucoup parlé quand même de comment on vient susciter avec notre plume des émotions, etc. Il y a une question moi, que je me pose toujours par rapport aux gens qui font de l'humour, parce qu'il y a aussi ça. Bien sûr. Qui ramène beaucoup de monde sur tes réseaux. Mais je sais que j'ai eu beaucoup de réactions parce que tes vidéos, elles sont vues par des millions de personnes. C'est comment décrire en espérant faire rire? Comment décrire? Non, c'est comment apostrophe, écrire. Enfin, comment écrire en espérant faire rire? C'est pas stressant? Non, c'est assez particulier comme sentiment et comme façon de faire, mais l'humour, ça m'a toujours guidé depuis tout petit, depuis la cour d'école. Je suis le clown dans la cour. Le clown de la classe, de l'école, de partout. Et donc c'est assez naturel pour moi d'essayer de faire rire les gens, de rigoler déjà tout seul. Et sur Insta notamment, ou même dans l'écriture, vu que j'écris de la comédie, c'est assez naturel pour moi. Et pour ce que je fais en gros, c'est que soit j'écris de la fiction, je fais des petits courts-métrages, soit je reprends des vidéos d'Insta de gens qui sont un peu ouf et je les commente, avec toujours en impro. C'est ma seule ligne directive. Ça, c'est toujours improvisé, du coup, ces fameuses vidéos. Ouais, je bafouille, j'ai une crotte de nez, j'ai un truc, je m'en fous. Je la refais pas, j'envoie. Mmh. À partir du moment où tu dis je fais une vidéo, tu la postes? Je la poste en story. Je fais que des stories en fait, de base. Je fais que des stories parce que je trouvais pas ça assez qualitatif, pour pas que ça soit sur le feed et tout. Donc je mettais en story, mais au bout d'un moment, les gens m'ont demandé de les revoir, de les mettre en story à la une ou de les poster. Donc j'ai commencé à les poster et de là, ça a commencé à vraiment marcher. Et donc ça fait des millions de vues, c'est ouf. Et c'est assez bizarre. C'est vraiment... on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce truc de le faire tous les jours et mon cerveau s'aiguise pour ça. Et donc j'ai de l'impro un peu plus facilement, je vois les trucs que je peux attaquer dans l'humour, ce qui va être retenu. Et donc voilà, je sais pas, c'est assez instinctif, c'est assez facile. Et j'aime bien faire ça, quoi. Ça me fait marrer. Déjà, ma règle, c'est si je me marre moi-même, c'est gagné, quoi. Faut que je rigole, d'abord. Et au-delà de ces fameuses vidéos hyper spontanées que tu balances sur Insta, il y a aussi beaucoup de courts-métrages du coup qu'on peut retrouver sur ton Insta dans la partie vidéo. Ouais. T'en avais posté donc près de 30, on le disait sur Instagram, t'as quand même été très productif. C'est ça. Tu trouves comment le truc pour être pertinent en écrivant de façon légère sur la vie, sans être lourd, parce que on tombe vite, tu vois, on voit un peu le cliché du stand-upper qui est là. Je sais pas si vous... C'est ma phobie, c'est ma hantise. Non, je m'inspire beaucoup de certains Américains, de la manière de faire, de traiter de sujets de tous les jours, en fait, de ce qui nous entoure. Je pense que quand on écrit, en regardant ce qui se passe autour de nous, il n'y a rien de mieux. Et j'essaie juste de soit avoir une idée où j'arrive à avoir l'angle humoristique et l'attaquer, mais toujours avec légèreté, jamais dans tout ce qui est communautaire, jamais dans tout ce qui est, sujet... peut-être trop facile ou je sais pas comment l'expliquer. Des fois je vois juste un truc un peu gaulerie et par exemple j'ai un exemple concret, c'est une fiction que je sors bientôt. J'ai arrêté la fiction pendant un bout de temps parce que c'est de l'argent investi, il n'y a pas de retour et puis c'était assez compliqué. Et en fait j'ai vécu au même endroit pendant 26 ans avec ma famille et donc j'ai dû quitter l'appartement pour emménager tout seul parce que toute ma famille est partie en Corse, bref, et je suis retombé je suis retourné il n'y a pas longtemps devant l'appartement où j'ai vécu et il y avait des ouvriers à la fenêtre.
en train de faire des travaux, et je me suis un peu arrêté devant par nostalgie, et je regardais un peu ce balcon où j'ai vécu, et ça me touchait. Et en fait, il y a ce gars-là qui fumait sa clope et qui me voit en bas un peu bizarre en train de fixer le truc, et il commence à gaulerie, et puis il appelle un autre pote à lui, et il commence à venir à deux, et il se fout de ma gueule, tu vois, et je trouvais ça gaulerie de se dire, c'est l'ancien locataire qui passe chez lui, et il se passe un truc dans son ancien chez lui. Donc j'en ai fait une vidéo, tu vois, et je me base toujours sur des petits trucs comme ça, tu vois, où ça peut être assez original et où ça peut apporter un aspect comique, quoi. Ouais, c'est des situations de la vie quotidienne, mais qui en même temps peuvent toucher les gens pour diverses raisons. Et du coup, l'inspiration, c'est plutôt la vie quotidienne, vraiment. C'est pas forcément aller explorer tes émotions. Je pense vie quotidienne pour la plupart des vidéos, mais sinon, il y a aussi des petits trucs qui me font rêver. Toujours cette histoire de mettre en scène dans des personnages où, voilà, si j'ai envie de jouer... par exemple, je sais pas, un astronaute ou un militaire, etc. Je vais essayer de gratter quelque chose dessus. Après, il y a tout l'aspect technique et production qui rentre en compte, mais ouais, je fais attention. Voilà, je fais principalement sur la vie quotidienne. Ouais, tu sais qu'on dirait de fou les gens qui font des rêves guidés, tu sais, les gens qui arrivent à contrôler leurs rêves. Là, les rêves lucides. Ah voilà, les rêves lucides. Mon Icon Festival était là-dessus. Je sais pas si vous avez, si tu l'avais vu, ou j'avais fait un court métrage sur les rêves lucides où pareil, dans l'aspect comique, je me suis dit putain, ça serait trop marrant que on fasse sur ce sujet-là qui a pas été exploité. Et c'est l'histoire d'un gars qui fait des rêves lucides et qui le dit à son pote, et son pote il dit vas-y, arrête de te foutre de ma gueule. Pour ceux qui savent pas, un rêve lucide, c'est quand on arrive à contrôler ses rêves et on est conscient qu'on est en train de rêver, donc on peut faire tout ce qu'on veut. C'est trop chaud. C'est trop chaud, c'est une dinguerie. C'est fou. Donc ce gars dit à son pote j'en fais, l'autre il dit vas-y, arrête de mytho et tout. Et le soir, il est tout seul et il a la discussion qui résonne et il se dit vas-y, je vais essayer quand même, ça se trouve il dit pas que des conneries. Et il arrive à en faire un, et quand il est dans son rêve lucide, il y a son pote qui apparaît qui lui dit attends, tu te fous de ma gueule, là t'es en train d'en faire un. Et ça part un peu en truc en discussion comique. Et donc voilà, toujours des petits sujets assez originaux, et j'essaie de me baser sur des trucs hyper intéressants. Voilà. Ah mais oui, mais même sur les fameux courts-métrages justement qu'on peut retrouver sur ta page Insta, on voit il y a des trucs sur Netflix, il y a des trucs sur les platistes. Il y a plein de c'est vraiment des choses de la vie courante, mais où tu arrives à détourner, à prendre un nouvel angle. J'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit intéressant. Le sujet des platistes, je trouve ça hyper intéressant. C'est fou. J'ai un proche qui l'est. C'est vrai? Ouais, et c'est très 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 compliqué, et je trouve ça tellement drôle en fait que j'arrive. C'est quoi son argument phare? Ça on peut partir. On s'est embrouillé pour la première fois de notre vie sur ce sujet. C'est que la Terre elle est plate et qu'il y a un mur de glace tout autour. Ah, c'est comme dans le film Les Simpsons. Ouais, voilà, avec un dôme au-dessus, on est dans Under the Dome, la série, et ouais, ils sont déterminés, je trouve ça fascinant. C'est incroyable. Je pourrais faire un film dessus, je pense. Mais justement, t'es en train d'écrire en ce moment, t'es sur quel type de registre cette fois-ci? Toujours de la comédie dramatique. J'aime bien quand mes projets sont réalistes. J'aime bien que je veux que ça colle à la réalité et à ce qu'on vit tous les jours, mais il faut que ça soit marrant par moment, évidemment. Et donc j'écris un long métrage là actuellement. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais procurer aux spectateurs? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu avances avec une idée des sentiments, des émotions que tu as envie de procurer aux gens, de comment tu veux qu'ils se sentent quand ils sortent, par exemple, de la salle de ciné ou qu'ils éteignent Netflix pour un long métrage? Est-ce que tu arrives à avoir une idée précise ou tu vas justement... J'ai un truc qui me guide. Évidemment, il faut que ça soit drôle, et je veux que les gens passent un bon moment, oublient leurs problèmes et rigolent. Mais je veux que quand ils sortent de là, ils se disent ok, c'est lourd. Okay. Même si ils n'ont pas rigolé tout le long, ils se disent... C'est bien, quoi, c'est bien. La photo est belle, le jeu d'acteur est beau, le scénario est bien ficelé. Il faut que ça soit qualitatif pour moi. C'est important de mettre de la précision sur absolument tout ce qui va être au sein du projet, quoi. Est-ce que vous aussi, autour de la table, vous arrivez à réfléchir à quelle impression vous avez envie de procurer à vos lecteurs, à vos écouteurs, à vos auditeurs? Attends, j'ai eu le... C'était bien quand même, t'inquiète. Vos écouteurs, ouais. Ouais, tout le temps. Mais c'est plutôt... Là, par exemple, pour rien de personnel, qu'est-ce que tu as envie de susciter? Moi, si tu veux, qu'est-ce que je voulais susciter? Tu sais, les gens, quand ils parlent de l'immigration, c'est très abstrait, tu vois. Bien sûr. Donc, ils disent l'immigration, machin. Puis, il y a les images de l'actualité, c'est toujours les mêmes, etc. En fait, les gens connaissent pas du tout la vie des immigrés. Donc, je me suis dit, je vais leur raconter. Et j'en ai marre tu sais, le truc, les gens te disent arrêtez de vous plaindre, machin et tout. Non, moi j'ai le droit à la tranquillité, ma famille a le droit à la tranquillité, et on travaille, tout le monde a travaillé, paye des impôts, etc. Et en fait, je voulais que les gens quand même comprennent avant d'avoir un avis. Ils se disent oui, la vie c'est ça, de s'installer dans un pays où tu parles pas la langue, c'est une galère. C'est une galère, et il y a beaucoup de gens sympas, mais il y a des gens qui veulent pas le comprendre. Et moi j'ai des souvenirs, on emmène une copine de ma grand-mère
qui n'a pas compris ce que le médecin lui a dit. Elle a un diabète et donc il lui dit bon, fais gaffe à la bouffe et tout, et elle n'a pas très bien compris parce qu'elle est vieille. Et donc à chaque fois qu'elle mangeait salé, par-dessus elle mangeait sucré en se disant je vais équilibrer mon diabète. Du coup elle est arrivée à l'hôpital en train de mourir et le médecin il nous a hurlé dessus. Vous êtes débile, vous comprenez rien. Et ça c'était pas, tu vois, quand on lui dit mais elle comprend pas, elle a pas compris ce qu'on lui a dit de faire, il en avait rien à foutre. Et donc c'est un peu, tu vois, d'expliquer ça aussi, de dire aux gens, soyez un peu compréhensifs. Et c'est pas qu'une histoire d'immigrés. Quand tu arrives de province et tu arrives à Paris, au départ, tu es paumé, tu comprends rien, les gens te parlent, te disent oui, va à la station machin chouette ou telle rue, truc. Tu comprends rien, mais les gens n'entendent pas que tu es un peu paumé. Donc c'était un peu pour susciter d'empathie. Et après, selon les chapitres, il y a des moments où tu as envie de mettre une droite pour que les gens se réveillent. Il y a des moments où tu as envie de les accompagner, de leur tendre la main. Il y a des moments où tu te dis, bah là, je pense que je voudrais qu'ils partagent ma tristesse, etc. Tu emmènes vraiment les gens avec toi sur des montagnes russes. Ouais, je crois, mais c'est à la réécriture que tu fais ça beaucoup. C'est beaucoup quand tu réécris, que tu composes, que tu essaies de donner du contraste et du relief à ta production. Parce que les écrivains ne sont pas posés à leur bureau à écrire d'une traite... futur chef-d'œuvre. Moi j'écris. Tu veux nous parler de la réécriture, comment ça se passe? Moi en fait j'écris quand je réécris. En fait, je compose j'ai une idée au départ. Ensuite j'essaie toujours de trouver. Bon là c'est différent, c'est pas un roman, c'est pas de la fiction, mais quand c'est de la fiction j'essaie toujours de trouver un moteur dramatique. Un moteur dramatique c'est un conflit que va vivre un personnage et souvent un double conflit. Je vois que Paul il acquiesce mais. Et en fait c'est le premier truc que je trouve. Et après j'écris une trame d'histoire. Et cette trame, j'essaie de me dire qu'est-ce qu'elle raconte sans que je dise explicitement les choses. C'est ça pour moi une trame dramatique. Et après je fais un premier jet où c'est un peu comme ce que tu disais, je me mets des tunnels, je me mets une déterre, en fait je veux juste un premier jet qui est pas beau, qui après est bordélique. Avoir scénarisé en fait finalement. Ouais, mais il y a des choses dedans, il y a des lumières, il y a des jardins, il y a des trucs, et puis donc tu prends et tu réécris. Et en fait, moi, je prends beaucoup de plaisir à la réécriture. Je prends énormément de plaisir parce que des fois, je dis tiens, ça c'est bien, mais j'ai rien lu dessus, je connais rien, j'ai besoin de passer un coup de fil, j'ai besoin d'aller me promener. Et les idées viennent et en fait, le texte il prend en muscle à ce moment-là. Et mais c'est en bordel quoi. C'est en bordel. Il y a des bouts de phrases, il y a du jaune, il y a des trucs. Et c'est vraiment tout à la fin. Par exemple, l'intro du livre, je l'ai écrite à la fin. C'est vraiment quand tout est fini où je suis le plus bon. En fait, mon geste d'écriture, il est très assuré et je vais vite. Et d'ailleurs, quand j'ai des copains qui me demandent de leur écrire des trucs, des discours de mariage, tiens, tu peux me corriger un scénario ou réécrire des dialogues, si j'arrive en fin de livre, je suis comme un joueur de foot à la finale de la Coupe du Monde, quoi. Je peux tout faire et tout. Et après, comme vous dites, vous arrivez en promo, vous vous relâchez et le cerveau... On voit que cette intro, ce début en tout cas d'ouvrage a presque vocation à justifier pourquoi il a été écrit. En fait, pourquoi je l'ai écrit, c'est que les gens... Mais moi, j'entends souvent, alors pas forcément nos générations, encore que... Ma voisine, par exemple, elle me dit, bon, le racisme, faut arrêter de se plaindre, on vit dans un pays merveilleux. Donc j'ai commencé par écrire le livre en disant, attends, en fait... Moi, j'ai rien contre la France. Je suis français, tout va bien. Donc, ouvrez ce livre, lisez-le sans jugement. Et donc, ça démarre là-dessus. Il n'y a rien de personnel dans le texte contre la France, contre les couleurs, les origines, les religions. Mais tout est personnel parce que ça me concerne et ça nous concerne. C'est-à-dire qu'on est en train de s'écrire un avenir. Je donne un exemple. Cette fameuse voisine, que j'aime bien par ailleurs, c'est une vraie raciste. Mais elle lit toujours des trucs racistes. Si elle nous écoute, on la salue. On la salue. On l'appelle pas de patrouille dans le quartier parce qu'elle surveille tout le monde. Et donc, elle me dit, pendant l'immigration, elle me dit, bon, vous comprenez, s'ils étaient tous comme vous, ça irait. Je dis, qui ça? Et elle me dit, la phrase, elle est terrifiante. Ouais. Et elle me dit, mais non, mais voyez, ils foutent le bordel, voyez bien devant la maison. Je lui dis, oui, mais vous regardez des étrangers, moi, je vois des SDF. Et la réalité, c'est que ce sont des SDF qui sont devant chez nous. Et donc, elle me dit, oui, mais après, ils piquent le boulot des Français, ça fait baisser les salaires. Ah ouais. Attends, j'ai une vanne à la fin. Je la regarde, je dis, Patricia, vous êtes sérieuse? Pardon, j'ai balancé son nom. Je dis, ça fait 6 ans que vous êtes au chômage. Donc ces gens, quand ils travaillent, ils payent des cotisations pour votre chômage. Et vous êtes là en train de nous dire qu'ils vous piquent votre boulot, mais vous voulez pas travailler. Et elle m'a fait... Oui, enfin bon, c'est un peu facile de me répondre ça. Et nous poursuivons notre discussion sur les vertus et utilités. C'est la même chose, c'est un synonyme en fait, de l'écriture. Et tout de suite, je me tourne vers une de mes invitées, Lakna, pour revenir un peu sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, par rapport à tout ce que l'écriture t'aide à faire sortir de ta tête. Est-ce que tu as l'impression que parfois écrire, c'est comme aller chez le psy?
Ouais, je pense vraiment, en vrai. Ça veut pas dire que ça remplace des psys, bien sûr, hein, mais... Non, s'il vous plaît, allez en thérapie. Exactement, surtout les hommes. Surtout les hommes. Mais du coup, quand tu expliquais ça, ce fait un peu d'extirper tout ce qui est compliqué de la tête et de venir un peu l'ordonner finalement, c'est quelque chose que tu fais consciemment en te disant « Ok, là ça va pas trop, je vais écrire » ou... Non, je le fais pas consciemment. Des fois, d'ailleurs, je me dis que je devrais le faire plus consciemment parce que des fois, ça va pas. Et j'oublie qu'en fait, j'aurais peut-être un moyen de voir si ça m'aide. Et je reste dans mon mal-être. Tandis que je pense que ça peut être un bon outil. Après, j'aime pas être dans un truc, comme on disait avant, de « Ok, c'est maintenant que j'écris ». Genre, je déteste. Je veux que le tube s'ouvre quand il doit s'ouvrir. Mais je pense quand même que ça peut être une clé. Alors, peut-être une écriture non productive. Bien sûr. Ça va être une clé peut-être. Juste de l'écriture, justement, on en parlait, presque automatique en fait, voilà, ouais. Qui vient juste tout sortir d'un coup. Exact. Mais justement, tout à l'heure, on évoquait Morgane Hortin. Morgane Hortin, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est la personne qui a lancé sur Instagram Amour Solitaire pour son fait d'armes le plus connu. Donc, qui venait célébrer les correspondances amoureuses digitales. Et elle a sorti plusieurs carnets d'écriture parce qu'elle aussi, elle fait écrire les gens sur Instagram. Et en fait, elle est partie du principe qu'elle pouvait susciter des larmes à travers des petites consignes. Donc, par exemple, je sais pas moi, écrivez un truc sur votre père en 3 minutes, donc avec un chrono. Bon, ça rejoint du coup les tunnels d'écriture dont on parlait tout à l'heure, mais évidemment beaucoup plus court. Et elle incite les gens à se mettre dans une forme d'écriture automatique et à venir sortir des choses dont ils n'avaient même pas conscience d'être porteurs finalement. Voilà, c'est ça. Je pense vraiment qu'on croit se connaître, mais qu'on est encore un grand mystère pour nous-mêmes. Et on parle aussi d'écrire en étant pas bien. Ben, toi qui donc fais aussi de la musique, est-ce que tu penses qu'on peut écrire et créer quand on est heureux, quand on est dans un bon mood ? Ouais, de ouf. Parce qu'il y a cette espèce de mythe de l'artiste maudit, même dans le rap d'ailleurs, on l'a vu avec des Damso, des Dinos et compagnie, où on peut écrire que quand on est vraiment dans le mal, on a une bouteille de Jack à côté et puis... En fait, je pense que c'est encore plus compliqué. Enfin, c'est pas plus compliqué, mais de base, on a ce truc-là parce que, vas-y, c'est la mélancolie et en fait, t'as des trucs à raconter et puis en fait, t'as tellement un trop-plein quand t'es triste que t'as envie de le dire. Mais après, tu peux aussi... comment dire ? Moi, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'heureux, tu vois, genre, je suis content, quoi. Ouais, ça se voit. Tu vois, et même si j'ai des problèmes, en fait, mais comme je pense sûr, comme chacun, tu vois, je pense qu'il n'y a aucun moment où t'as plus de problème. Donc, en fait, de temps en temps, je vais au studio et franchement, ça va, tu vois. Et en fait, je sais pas, la musique, c'est un vecteur, tu vois. Genre, moi, en tout cas, je le vis comme ça. Bah, après, parce que du coup, tu parles d'écriture. Moi, c'est vrai que mon écriture, elle est vachement dictée par la musique, quoi, l'instru, la prod qu'on fait. Donc, du coup, ça m'amène dans quelque chose. Mais ouais, moi, je pense que c'est juste, ça me fait fouiller en moi, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Moi, je compare vraiment à vider son sac. Il peut y avoir tout dans le sac, tu vois. Tu vis, tu mets des expériences cool, des trucs qui t'ont fait cogiter. Il y a pas longtemps, là, avant-hier, j'étais dans le métro, j'ai vu 2 personnes s'embrouiller de ouf. C'était qu'une énorme incompréhension de personnes qui sont pas dans les mêmes mondes. Et au final, t'avais envie de leur dire... Vous avez tous les 2 raison, calmez-vous. Mais au final, ils ont quand même envie de se battre. Et du coup, moi, je suis en mode, waouh. Après, je rentre chez moi, je me dis, waouh, c'est une dinguerie. En fait, j'y pense. Et peut-être dans 6 mois, je dirais un truc, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est le truc de... Moi, franchement, le mythe de l'artiste maudit. Après, peut-être il y a des gens, c'est leur façon de faire. Hein. En vrai, moi, je pense qu'il n'y a pas de chemin, quoi. Il n'y a pas de manière de faire. C'est chacun sa manière de faire. Mais il n'y a pas qu'en étant du coup dans le... Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Après, peut-être plus dans les décennies précédentes. Parce que maintenant, on parle beaucoup de santé mentale et tout. Bon, on entendait qu'un artiste, c'était quelqu'un d'hyper intense, qui souffrait, qui avait forcément des addictions, tout ça et tout. Je pense qu'il y a des gens comme ça. Hein. Il y en a. Mais est-ce que c'est la condition sine qua non pour être un grand artiste ? Non, ça c'est sûr que non. Par contre, c'est peut-être le truc facile en termes de personnage, tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense aussi... Ouais, non, mais moi, j'aime pas... Ah, je déteste cette image, en fait, je trouve ça nul. En tout cas, tes meilleurs textes, tu les as écrits dans quel état d'esprit plutôt mais il faut quand même être... Justement, ben non. Il faut quand même être conscient, il faut être là. Quand je parle du tube, justement, c'est que pour moi, le travail d'un artiste, c'est de se mettre dans un état où tu es bien, où tu es assez bien pour retranscrire quelque chose. Je trouve ridicule d'être là, il faut que je souffre. Non, soigne-toi, et après. Et si je peux me permettre... des fois, ça peut être bien, ouais.
Il n'y a pas de vérité. Bah, des fois, ça peut être bien. Tu peux être dans ce truc où t'es malheureux, où ça va pas, où tu bois du noir, où j'en sais rien, où t'es dans un truc un peu d'autodestruction, tu vois. Ouais. Et là, tu peux faire une belle chanson, ça peut arriver. Bien sûr. Mais c'est pas la condition, tu vois. Genre, il n'y a pas de vérité, quoi. Non, c'est pas la condition. Par contre, si je peux me permettre, je dirais que le fait d'être artiste peut rendre mal à quel point c'est un chemin qui est quand même difficile. Bien sûr. Donc quand on parle, je sais pas, de Picasso ou Van Gogh qui se coupe l'oreille, ben... T'as envie de te couper l'oreille parfois. Non, j'ai pas envie de me couper l'oreille. Mais dans le sens qu'en fait, c'est quand même un chemin de vie qui est assez particulier, qui peut être assez violent pour certaines personnes. Et des fois, je trouve un peu facile d'être là, ah oui, mais eux, ils prennent tous de la drogue parce que c'est des bons artistes. Non, je pense que c'est aussi très compliqué d'être un artiste et de rester sain. Après, est-ce que c'est pas aussi la même faille qui les fait avoir des addictions et qui les fait avoir des mots qui touchent les gens aussi, tu vois, peut-être. Je sais pas. C'est la poule et l'œuf, je C'est dirais. trop dur après, tu vois. On a tous des métiers artistiques. Aux différents processus de ton parcours, t'es opposé à des trucs qui sont différents et parfois Bien sûr. pas normaux. Genre, c'est genre faire une tournée, c'est pas carrément. normal. Être confronté à 1000 personnes tous les soirs qui te donnent de l'amour, c'est ce vrai. n'est pas normal. Mais c'est fou. Mais même faire des télés, être sous des caméras ou être reconnu Être dans la là, rue, c'est pas normal. c'est pas hein. normal. Tu suis Non. d'accord. Tu sais que j'y pense à chaque fois. Bah ouais, c'est pas normal. Là, Trop il y a dur. quelqu'un qui dit ton nom, Anne Toumazov, comme ça. Oui. C'est pas Non, mais normal. ça, C'est pas normal. Non mais tu vois, et du coup genre après on rentre chez nous, je sais pas ce que tu fais ce soir après, tu vois, mais t'es quand même en mode, des fois t'es en mode bah là je vais faire des vieilles pâtes au ketchup, Ouais, de fou. Ouais. tu vois, genre, enfin du coup quoi qu'il, Des contrastes très forts. ouais c'est ça. C'est ça que je dis qu'à mon avis, aussi peut-être que il devrait y avoir un accompagnement parce que c'est quand même des shots Ça, je suis juste d'un d'accord. point de vue peut-être de biologie ou je sais pas comment on dit. C'est peut-être juste des shots d'hormones. Puis en fait, ça fait que on peut venir des craquettes ou je sais pas. Ah, mais Non, mais bien dans le sûr. sens, Shot de dopamine, pourrait- tu ouais, veux dire. voilà, de dopamine. On pourrait avoir peut-être plus d'accompagnement, de suivi. Ah ouais. Enfin, je pense que aussi quand tu montes les niveaux, ça devient de plus en plus fort. Et le retour au pâtes ketchup, ben bonjour quoi. Non, puis il y a plein Après c'est d'artistes. carré là, les ça. pâtes au ketchup. hein. Moi, je préfère les pâtes au beurre sel. J'ai des potes qui disent que c'est des pâtes au sel. Non ça c'est trop réel. Beurre et sel. Ah ouais mais c'est trop bien, mais voilà après au calme. hein, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mythe de l'artiste maudit qui doit forcément aller explorer des émotions tragiques pour créer quelque chose de cool? Bah, moi, j'ai l'impression, tu as vu les récentes polémiques autour de Judith Godrèche, pour certains artistes, ça a permis de justifier des excès. Mhm. Là où le reste de la société se contrôle, disons. Pas toute la Ah, je vois ce société, que tu veux dire, ok. mais du coup, tu vois, l'image de l'artiste, ça permet de faire des folies. Et de geler, quoi. Et par exemple, mais pas que, hein. Mhm. Ça, il y a des trucs que je roule n'importe quoi en voiture, Ouais, de j'arrive fou, déchiré, machin et tout. Moi, c'est arrivé avec des copains artistes qui se sont permis des trucs, lancer des bagarres dans des soirées, machin. Mhm. Je l'ai attrapé le lendemain, je lui ai dit, mais tu te prends pour qui? Oui, t'as vu comment il m'a parlé, il sait pas qui je suis. Je lui ai dit, mais tu fais des chansons, tais-toi. Je veux dire, ça. non, mais tu sauves Ça, pas c'est la fou. planète, tu vois, tu sauves pas des. Craquette de dopamine. Ouais, exactement. Et voilà. Et donc, il y a ça. Après, il y a des gens, j'aime pas dire le mot timbré, mais il y a des gens qui ont un petit grain et c'est ça qui leur permet d'aller dans des mondes artistiques incroyables. Mhm, mhm. Je pense que Tim Burton, il a un grain qui gère bien, mais il a un petit grain. Mm. C'est peut-être un peu à l'ancienne, mais dans mon enfance, Tim Burton, c'était un réalisateur Ah, important. non, mais oui. Non, mais on Non, connaît. non. Ah, pardon. Non, on connaît très bien, voyons. Ah gars quand même t'as dit Attends, Tim quand Burton, même, ça va gros. Il y en a, on sent qu'il y a un grain. Moi, je parle à des écrivains, je sens. Voilà, c'est peut-être maintenant des choses qu'on connaît. On disait un grain à l'ancienne. Peut-être que je sais pas, c'est de la bipolarité, j'en sais rien, moi, Et tu sais, TDAH ou je sais pas quoi. Mais Mais genre, si je peux me permettre, genre, en plus, tout à l'heure, on parlait des parcours et tout. Moi, les artistes les plus impressionnants que j'ai rencontrés, c'est des mecs qui ont pas percé, tu vois. ah ouais. Ouais, C'est- bah ouais. C'est encore plus fou, tu vois. On parlait tout à l'heure, je sais même plus si c'était en off ou. Quelqu'un a dit ça l'autre jour dans l'émission aussi. Mais tu la vois, même chose. moi, les rappeurs les plus impressionnants, c'est des mecs. Parce que c'est ultra brut, parce qu'ils en ont plus rien à foutre, parce que Ah c'est. ouais, 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 Et du coup, genre, des fois, ça donne des trucs. Enfin, tu sais. Franchement, j'ai eu la chance de rencontrer des mecs, tu vois, vraiment à base de 500 streams, mais tu vois, genre, parce que c'est intense, tu vois. Et du coup, genre, ça, en effet, genre, le fait de ne pas y arriver, ça t'amène sur des chemins artistiques complètement différents. Je pense que c'est pareil dans l'écriture, je pense que c'est pareil dans, tu vois, genre le Nikon Festival, je pense t'y vas en battage de couilles, t'envoies n'importe, tu vois ce que je veux dire, tu te dis ah, c'est bon là, tu sais genre je sais pas, je me dis
parce qu'il n'y a pas de bon motif ou de mauvais motif à faire de la création, tu vois. Parce qu'à la fin, comme je dis, l'œuvre, elle t'appartient plus. Donc, on peut juger une œuvre sans juger son auteur. Du coup, genre, c'est hyper intéressant quand t'as des... Comme tu dis, ce grain de folie et tout, tu vois. C'est aussi, je sais pas, je trouve ça trop... Mais justement, à propos d'échecs, est-ce qu'il y a eu des moments où en fait vous avez trop cru dans, je sais pas, dans un livre, dans un album, dans quelconque projet que vous avez entrepris, et vous avez dû lâcher et vous dire, bah en fait ça marchera pas. Là, il faut que j'arrête de croire en moi sur ce truc-là. Je vais me lancer sur quelque chose d'autre. Ah, moi, c'est tout le temps. Toi, tu t'ébauches des livres qui prennent pas. Ouais, puis tu vois, tu lances un projet, mais c'est mon copain Oxmo, moi, qui m'a aidé à apprendre à passer à autre chose. À me dire, le projet, tu le fais, tu mets de l'énergie, et après, la réception ne t'appartient pas. Parce que d'une, tu peux arriver dans une mauvaise période, des attentats, un désastre climatique, j'en sais rien. Les gens n'ont pas le moral, ou je ne sais pas quoi. Lui, il a sorti un album le jour du Bataclan, donc il sait de quoi il parle. Ah ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a vachement... Ça a été un très bon coaching, ça m'a vachement apaisé en me disant, on fait le projet, et puis on verra bien. Je trouve que c'est très fort de pouvoir penser comme ça, ouais. T'arrives pas? Non, pas forcément. J'ai un ami qui s'appelle Arthur Sanigou qui a réalisé un film là, sur Amazon Prime, Un stupéfiant Noël. Il avait totalement le même discours. Dans lequel tu joues d'ailleurs. Dans lequel je joue, ouais. Ouais. Habile. Habile, hein, comment je la place. Hein, non, et il me dit ça, lui. Il me dit, il fait son film, il fait son projet, il l'a réalisé, il l'a écrit. Une fois que ça sort, il oublie, il passe directement à autre chose. Et je sais pas, ça m'a rendu un peu triste, moi, parce qu'on met tellement d'énergie, on met tellement de choses dedans, on attend forcément une réception. C'est pour ça qu'il faut que tu aies ton carnet, parce que tu vois, le moment où tu l'as conçu, tu le consignes dedans et c'est à toi. C'est vrai. Non, je trouve ça fou, cette manière de penser, et je la comprends, mais je sais pas si je la partage encore. Ouais. J'attendrai de sortir mon premier film pour savoir, mais non, ouais. Moi, je sais que ma première maison d'édition, ça s'est pas bien passé du tout, parce que, comme beaucoup d'éditeurs, il n'y a pas forcément un très grand respect des auteurs. Et en fait, je voulais pas lâcher le bout de gras. Je me disais, mais le livre que j'ai écrit, il est trop bien, il est trop utile. Bien sûr. Et du coup, c'est pas possible. Et en fait, tout le monde autour me disait, mais vas-y, lâche du lest. Il y a plein d'autres projets qui vont arriver. Tu vas pouvoir refaire des trucs qui aident les gens, qui font du bien, nanana. Mais moi, je croyais tellement dans ce truc-là. J'étais là, purée, mais je peux pas laisser ça comme ça. T'as pu le sortir? Et ouais, il est sorti, mais juste, il n'y a pas eu de... Tu sais, ils ont rien fait autour, en fait. Ils attendent que ça morde. Et voilà. Et en fait, on est plein. Moi, j'ai plein de copines aussi qui ont sorti des livres dans cette maison d'édition ou dans d'autres, qui ont vécu la même chose, en fait. Qui, genre, tu mets tes tripes dans un projet, parfois c'est ton premier en plus, et en fait, ça suit pas. Et c'est même pas forcément que le public, c'est qu'on n'a même pas donné au public l'accès au truc. Et ça fout le démon. Mais du coup, me vient une question, mais là, on est vraiment sur un tu préfères ambiance apéro, mais vous préférez faire un projet rincé, mais qui a une bonne réception? Ou partir à Dubaï faire des implants. Non, ou tu fais un trop bon projet, t'en es trop fier, mais juste personne ne le calcule. Toujours de la qualité, hein, je pense. Hein. Ça sera toujours la qualité qui... Comment ça, rincer? Rincer Elle veut de l'oseille. Parce que moi, je dois manger. Tu l'as bâclé, il est pas bon et tu le sais, tu vois. Bon, ok. C'est pas ce mais que il marche bien parce que il en fait, il est plus facile d'accès. Ouais, voilà. Et il est moins pointu. Il est non, il est éclaté. Il est nul. Arrête. Cherche pas, faut pas commencer à faire des compromis. Elle est plus facile cette comparaison dans le cinéma, je pense, que dans la musique. Ouais. Dans le cinéma, t'as des films qui font des millions d'entrées qui sont éclatés et t'es en train. C'est ça le succès maintenant, c'est juste de faire des entrées et la qualité, elle y est pas, tu vois. Et je me suis toujours juré d'esquiver ce truc-là. Tu joueras jamais dans des films de Christian Clavier, quoi. Ne jamais dire jamais. Let's go. Mais non, c'est pas mon. c'est pas mon but premier, non. Non, vraiment, j'ai un truc en tête, j'essaie d'y être fidèle, tu vois. Bah, c'est bien. Et même, genre, en fait, la réponse, elle est simple. Enfin, genre, ça va te servir. En fait, ça sert à rien. C'est comme. La question, c'est comme si t'as envie d'avoir. Une fois que t'as 800 000 abonnés sur Instagram, et que. Ok, t'as 800 000 abonnés, mais en fait, c'est juste. T'as 800 000 abonnés, mais ça te sert à rien. Genre, en vrai, tu peux rien faire avec et tout. Ça te sert juste à aller au restaurant manger gratuit, tu vois. Une fois que tu l'as fait une semaine, ça sert plus à rien, tu vois. Donc, en fait, genre, ouais, faire des entrées, mais si tu fais de la merde, en vrai, c'est inutile. Genre, c'est juste parce que toi, ça t'aura rassuré, mais en fait, à terme, ton livre, tu l'as sorti. Vaut mieux qu'il parle de ouf à 100 personnes. Ah, je suis d'accord. Et ça, c'est trop vrai, tu vois. Parce que les 100 personnes à qui à qui ça a parlé de ouf, ils seront toujours là pour Watt. Pour le livre d'après et tout. Non, mais clairement. Non, mais moi, dans l'exemple précis que je citais, c'était pas justement un problème de confiance, moi, dans mon travail, donc quoi que ce soit, parce que vraiment, à côté de ça, je continuais justement
à faire du lancement d'alerte sur des sujets. Le truc du nombre, j'ai beaucoup d'abonnés sur Insta, donc j'avais aussi ce truc-là, même si effectivement, c'est pas un truc auquel je pense en me levant le matin. Mais du coup, c'était plus... Ah, c'est dommage, il y a plein de... C'était pour des ados, tu vois, il y a plein d'ados que j'aurais aimé atteindre, et je les ai pas, moi, sur Insta, et du coup, c'est dommage que... Mais bon, après, effectivement. Mais c'est juste... Il y a des types de tempéraments. Je sais que du coup, j'ai des amis qui sont un peu dans nos milieux, avec qui j'en parle, où genre, quand t'as un truc qui a pas marché comme tu le voulais, t'as du mal à lâcher et te mettre sur un nouveau truc, parce que t'es là, t'as le démon, et t'as qu'une envie, c'est continuer à œuvrer pour que le truc marche. Alors qu'en fait, si ça a pas marché, il y a moins de chances. Et des fois, tu crois que ça a pas marché, mais en fait, ça a marché comme ça devait marcher, tu vois. Genre, Mais moi, tu vois, mon premier livre, il a pendant 2 mois, il s'est rien passé au départ. Rien. Mais c'était. Mais comme c'était le premier, tu vois, j'étais déjà content d'avoir fait un livre. D'un coup, il y a eu un article et là, c'est parti. Bien sûr. Article, télé, tac, 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 prix, machin et tout, traduction à l'étranger. Bien sûr. Et du coup, j'ai vu des trucs très marrants, des journalistes qui, au départ, calculaient pas. Et 6 mois après. Pardon, qui était là. Oui, tu l'as un peu invité, hein, pour son premier bouquin. C'est exceptionnel. Non, pas du tout. Non, c'était parce que je parlais des journalistes. Mais c'est drôle, la même personne. Je suis journaliste depuis le 31 août 2023. Ça t'empêche pas de retrouver ta veste. La même personne 6 mois après qui dit oui, j'ai su dès le début que c'était exceptionnel et tout. J'ai dit merci. Après, je pense qu'on a aussi trop d'espoir sur la viralité, comme si c'était une sorte de main divine, alors qu'en fait, faire une carrière petit à petit, ça tient bien aussi, c'est solide. Mais il n'y a que ça qui compte, je crois. Bah ouais. Moi, j'ai jamais été la meuf qui a trop de chance. Je vous jure, toute ma vie, je commence, je vois tout le monde qui me passe devant tout le temps. Et au final, après chaque année, je me retrouve toujours au même endroit que ces personnes-là. Parce que moi-même j'avance parce que du coup je travaille plus, j'en fais plus, je contourne, j'ai pas de thunes, je trouve une autre solution et puis fin de l'histoire. Mais je pense vraiment que ce truc de viralité, comme si c'était waouh, c'est maintenant et ce sera pas après et ce sera pas avant, c'est une fausse pensée et ça empêche beaucoup de gens. Je pense vraiment qu'une fois que c'est dehors, c'est dehors. Et vous, je sais pas, mais moi, quand je sors un truc, en général, je suis déjà en train de penser au suivant. Et carrément, je suis presque en train de regretter que ce soit pas le suivant qui sorte là. Donc, je vois ce que tu veux dire. Après, peut-être qu'aussi, j'ai vraiment une sale mémoire, mais dès que je sors un truc, je suis là en mode, allez, c'est zappé, on regardera. Tu passes à autre chose direct. Et voilà. Et j'attends pas la main de Dieu de la viralité, parce qu'en plus, c'est des robots, donc flemme. Du coup, t'as jamais de problème à te lancer dans un truc neuf et te dire allez, c'est parti. Ouais, mais je pense qu'aussi, c'est pour ça, tu vois, par rapport à ce que je disais, le fait de commencer, qu'il y a plein de gens qui ont peur de passer à l'action. Je pense qu'ils ont peur aussi de faire quelque chose qui n'est pas assez qualitatif. Peut-être qu'il y a de la surinterprétation, etc. Et peut-être que c'est un défaut que j'ai, mais je pense vraiment que mes premiers projets étaient éclatés et que je m'en rendais pas compte et que j'étais juste là, on y va et on zappe, on y va et on zappe et on se prend des capacités en plus, on en prend, on se prend des murs, on contourne et je pense que c'est vraiment des vrais skills. Je pense que la viralité peut être très dangereuse. En fait, tout projet n'a pas vocation à aboutir, tout projet n'a pas vocation à avoir du succès et compagnie. Mais tout projet a vocation à exister et à t'apprendre un truc en fait. Et comment on passe aussi de... Là, je me tourne vers toi, Paul, qui a l'ambition de faire des films, qui a déjà fait des courts-métrages, et là maintenant tu passes au long. Ouais. C'est quand même, j'imagine, un grand écart assez fat. Très honnêtement, pas forcément. Entre le court-métrage et le long-métrage, non, c'est... ça fait pas plus peur que ça. La série, ça fait peur. La série, c'est quelque chose de très difficile. C'est des techniques narratives extrêmement compliquées. Il faut avoir bien étudié le scénario le rythme, tout ce qui se ficelle, des choses qu'on met dans les premiers épisodes. Il faut qu'il y ait un écho à la fin, il faut penser à une suite. C'est hyper compliqué la série. Le long métrage, ça l'est aussi, mais beaucoup moins. Et donc, naturellement, après le court métrage... Ça se fait tranquillement, voilà, bien épaulé, on avance bien. Ouais. Mais comment on passe du coup du projet à l'objet final ? Ouais. On commence avec de l'écriture pure. Scénario, là on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on livre donc pas le scénario qui est écrit en entier, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien d'autre. C'est juste ce qu'on appelle un traitement, donc pitch, synopsis, le traitement, donc ce qui va se passer dans le film dans les grandes lignes, et on envoie à une production, donc on est déjà accompagné d'une production, on a de la chance sur ça, et ensuite si le projet plaît, que ce soit pour le cinéma ou pour une plateforme, là on rentre dans les détails. C'est vraiment comme un entonnoir, on commence assez large et puis on vient au fur et à mesure rétrécir pour arriver au final dans les dialogues et dans les scènes précises, quoi.
Ouais, donc c'est vraiment une espèce justement là dans l'écriture tu peux être instinctif, mais là par contre dans le projet évidemment c'est plus un cahier des charges, je reprends ce terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Totalement, il y a des parlant avec Ben. Exactement. Ce terme obscène. Ouais, ce terme c'est terrible, c'est vrai. Mais ouais, il y a des choses à respecter, des choses bien précises, ouais. Et tout de suite un petit live du coup de Lakna. Quelle chanson tu vas nous interpréter? Alors je vais vous interpréter un inédit qui s'appelle Depuis que t'es plus là, qui est un son bonus de mon EP qui n'est pas encore sorti mais qui est mon son préféré. Que des exclus, du bonus d'une exclue. Ouais, vraiment bonus. C'est un son acoustique, guitare-voix, c'est simple. Il m'a été inspiré par une chanson de Nino Ferrer, La Rua Madureira. Et ça parle de quelqu'un qui disparaît. Bah, ok, mais écoute, on va écouter ce live. C'est Lakna tout de suite sur Move. J'ai tous les mots pour te décrire, mais tout sonne faux. Je voudrais partir pour tout reprendre à zéro, inventer un monde dans les rues de Milano pour y voir ton nom sur la page 1 des quotidiens. J'ai même pas d'alcool dans le sang. Je vois plus la vie en rose, y'a tout qui tourne à la mauve. J'ai même pas d'alcool dans le sang. Je vois plus la vie en rose, y'a tout qui tourne à la mauve. Depuis que t'es plus là, depuis que t'es plus là, depuis que t'es plus là, depuis que t'es plus là. Qu'on t'oublie pour une fois. J'aurais aimé t'oublier pour cette fois. J'aurais aimé qu'on t'oublie pour cette fois. Que tu sois l'exception à la règle. Mais je crois qu'il n'y a plus de règles. Mais je crois qu'il n'y a plus de règles. Mais je crois qu'il n'y a plus de règles. Depuis que t'es plus là, depuis que t'es plus là, depuis que t'es plus là, depuis que t'es plus là. Et on se retrouve pour un tout dernier moment de parole sur Move. C'est le mot de la fin. Merci encore Lakna d'ailleurs pour ce titre. Merci à toi. Qui du coup sera sur ton prochain projet. Donc est-ce que tu veux rappeler aux personnes qui nous écoutent? Alors, le 9 février sort mon prochain EP qui s'appelle UTC-0, qui est le fuseau horaire du Burkina Faso. C'est le premier et j'en sortirai un autre qui s'appellera GMT+1, qui est le fuseau horaire de la Suisse qui va répondre. Génial. Merci Lakna d'avoir répondu à cette invitation. Ben, est-ce que tu veux aussi annoncer quelque chose à venir, même si on l'a déjà annoncé? Ouais, voilà, au calme. Hein. Donc ok. Le 26 janvier, le nouveau projet de Ben, Dire je t'aime, de Ben PLG. Je suis en tournée dans toute la France, venez voir, avec plaisir de vous rencontrer. Merci pour l'émission en tout cas surtout. Avec plaisir. Content de vous avoir tous rencontrés. Paul, est-ce que tu as des choses à nous annoncer? Je crois qu'il y en a pas mal. Pas forcément. Tu joues dans un film Aznavour en octobre, par exemple. Il y a Aznavour en octobre, c'est encore un peu loin, mais voilà, il y a Aznavour en octobre, c'est un petit rôle, des petits rôles dans des gros projets pour l'instant. Il y a le tournage de Amour solitaire saison 2 qui va débuter. Fleur bleue sur Canal+, qui sort dans 2 semaines. Ouais, mon épisode est dans 2 semaines si je me trompe pas. C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, voilà. Et sinon, non, vous
pouvez suivre mon évolution tout au fur et à mesure de l'année. Voilà. Et te suivre aussi sur Instagram. Parce que venez me suivre sur Insta. Drôle. Merci. Paul Idi. C'est ça. Mais m'appelez pas comme ça dans la vraie vie, s'il vous plaît, quand vous me croisez. Appelez-moi Paul Déby, je veux pas tomber dans le... Ouais. Et enfin, Maïr, qu'est-ce que tu nous annonces? Rien de personnel qui va sortir. Il est sorti. Ah merde, pardon. Ouais, bah, aucun problème. Félicitations, bro. Voilà, ouais, rien de personnel, merci. Moi, j'écris des livres pour les gens qui aiment lire. J'écris aussi pour les gens qui pensent qu'ils n'aiment pas lire ou qui ne lisent pas. Je vous garantis que ça marche. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de lycéens qui me lisent, etc. Donc vraiment, allez-y. Que vous soyez immigré, enfant d'immigré, pas immigré du tout. Bon, sachant que si on regarde sur 200 ans, 80% des Français ont une origine immigrée. Voilà, donc rien de personnel est en librairie. Et mardi ou mercredi prochain, en fonction de la météo, je vais coller une version géante de Rien de personnel sur une grande feuille de papier blanche devant le Conseil constitutionnel. Donc ça sera un livre de 10 mètres sur 6. L'idée, c'est de dire aux sages du Conseil, vous êtes en train de statuer sur une loi sans connaître le sujet. Ben voilà, on l'a apporté devant vous. Donc sortez des belles... Des belles salles et puis venez vous documenter un peu, les amis. Bah, super initiative. Donc ça sera mardi soir ou mercredi soir et on va l'annoncer. Où est-ce qu'on peut avoir l'information justement sur tes réseaux? Sur ma page Insta, la page de l'éditeur, le musée de l'immigration aussi, parce qu'après ils prennent l'œuvre pour la mettre au musée. Et moi, quand je dis, on parlait de création, on a débordé de 2 minutes, mais un jour, comme ça, j'ai eu envie de créer des affiches et les coller au mur. Et non, mais je sais que c'est très important. Et en fait, à partir de là, j'ai fait des trucs de plus en plus grands. Et un jour, j'ai fait un grand livre. Et maintenant, j'en fais plein. Et ça m'amuse beaucoup de découvrir que je suis un artiste du dimanche, quoi. Voilà. Et écoute, rendez-vous devant le Conseil constitutionnel mardi ou mercredi. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, rendez-vous jeudi, même heure, sur Move, pour Tunnel. C'est tout musique après moi, salut.